Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, fidèle au poste, un autre épisode aujourd'hui. Je reçois le kinésiologue, physiothérapeute et kinésiologue Guillaume Harvey pour parler de la littératie physique spécifiquement chez les jeunes, donc l'activité physique chez les jeunes. Grosso modo, je vais m'appeler le titre de ce podcast « Les jeunes doivent bouger » et on parle en long et en large aujourd'hui de pourquoi on doit aborder ce sujet-là. On fait un tour d'horizon de à quoi ressemble l'état de l'activité physique chez nos jeunes dans le monde, au Québec, au Canada. Est-ce qu'on devrait s'en préoccuper? Est-ce que ça va en améliorant? Est-ce que ça va en se détériorant plutôt? Et on fait un tour d'horizon de solutions. On repense le modèle de l'activité physique tel qu'il est enseigné en éducation physique ici dans nos systèmes scolaires. On parle de motivation à l'activité physique. Bref, vraiment un tour d'horizon sur un sujet qui est d'intérêt, je dirais, de santé publique en général, et un sujet assez passionnant. Et vous allez voir, j'ai reçu Guillaume, qui est assurément quelqu'un de passionné par le sujet. Donc, ça allait de soi de le recevoir pour en discuter. Et voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation sur la littératie physique et l'activité physique chez les jeunes avec le physiothérapeute et kinésiologue Guillaume Harvey. OK, on est parti ce matin avec Guillaume Harvey. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir... de un, tu m'as écrit pour proposer un sujet. On a déjà échangé dans le passé sur différents sujets qui nous passionnent. Tu es un gars passionné d'activité physique, de sport, de physio, d'habitudes de vie, de promotion de la santé. Fait que c'est un sujet qui touche bien à la thématique générale du podcast, mais aussi qui est vraiment dans ton dada, je crois, qui est au centre de tes passions. On va parler de littératie physique, d'activité physique chez les jeunes, comment on a amené ça en termes de société, comment on fait pour amener les gens à bouger plus, à atteindre, disons, les recommandations pour l'activité physique. Puis on va essayer de définir qu'est-ce qui est... c'est quoi les termes importants à comprendre dans tout ça. Puis, pour l'occasion, ben justement, ça y allait de soi de recevoir, de un, tes physiothérapeutes, mais tu as aussi un background en kinésiologie. Fait que je vais te laisser te présenter juste pour mettre les gens en contexte de pourquoi c'est un sujet qui t'intéresse. Puis ensuite, on mettra la table pour se lancer dans cette discussion-là. Fait que vas-y avec une brève présentation pour que les gens puissent comprendre la mise en contexte de pourquoi je t'ai invité aujourd'hui. Mm-hmm. Ben, merci de me recevoir dans un premier temps. C'est un plaisir de pouvoir être ici et de parler de ça avec toi, d'un sujet qui me passionne, qui est vraiment sur mon X. Comme tu disais, moi, j'ai un background en kinésiologie de l'Université de Montréal, puis une maîtrise en physiothérapie aussi. Deux professions que je considère très complémentaires, puis qui m'apportent beaucoup, beaucoup dans ma pratique comme clinicien. Là, je suis vraiment un prescripteur de saines habitudes de vie puis d'activité physique. Dans mon baccalauréat en kinésiologie, une des expériences qui a été la plus formatrice pour moi, ça a été de m'impliquer à l'occasion de la première édition du défi Pierre Lavoie. Mm-hmm. J'étais coordonnateur des entraîneurs. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer une passion vraiment pour le coaching. Puis ce que j'aimais dans le défi Pierre Lavoie, c'est que l'idée, c'était de faire la promotion des saines habitudes de vie via, dans le fond, un défi de course à pied qui reliait Québec à Montréal, où les athlètes, nos athlètes universitaires, faisaient des 2 km en alternance en se relayant par groupe de 2 à 4 coureurs. Puis on avait des coureurs de différents niveaux, là, donc des gens qui commençaient à courir comme des gens qui n'avaient jamais couru. Fait que le défi, c'était de concilier un petit peu les intérêts de toute cette belle gang-là à travers le plaisir pour vraiment réussir le défi, ce qui a été une belle réussite. Puis c'est un défi qui a pérennisé à travers le temps aussi. C'est ça, j'allais dire. Le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est un défi qui est très bien connu maintenant à travers le Québec. Puis il y a une grande participation. Fait que c'est vraiment une mission accomplie pour ce projet-là. Oui, puis c'était la première édition à l'Université de Montréal. On parle quand même d'une communauté étudiante de plus de 40 000 étudiants, puis il n'y avait pas d'équipe. Si l'Université Laval, l'Université Sherbrooke avait une équipe à chaque année, Montréal n'en avait pas. Fait que je pense qu'on peut être fiers d'avoir parti ça. Puis pendant mes études universitaires en physiothérapie, j'ai pu m'impliquer aussi comme représentant de classe. Fait que dans l'organisation de différents événements, participer aux interfacs sportifs aussi. Puis ce que j'aimais toujours, c'était l'aspect social de la chose, puis le fait qu'on pouvait se réunir et pratiquer différents sports. C'est nécessairement que l'objectif premier soit la performance, mais bien le plaisir, puis la fierté de représenter aussi son programme. Ouais. Une autre des formations, pas des formations, mais des expériences vraiment
utile que j'ai eu dans ma vie en lien avec le phénomène de littératie physique dont on va parler aujourd'hui. C'était de m'impliquer chez deux organismes, Caribou et Sportball, qui font la promotion du développement des habiletés motrices chez les jeunes de 2 à 12 ans. Moi, essentiellement, mon mandat, c'était plus les 2 à 5 ans. Fait qu'on était dans des cours parents-enfants, toujours dans une approche ludique par le plaisir, avec des chansons, des parcours qui amenaient les jeunes à courir, ramper, sauter, puis donc à développer les fondements du mouvement afin qu'ils restent actifs par la suite. Fait que pour moi, c'était un enjeu. Puis de là est un peu née la passion qui m'amène à parler de ça avec toi aujourd'hui. Ouais, puis on va y revenir. Tu as déjà dit des mots-clés là-dedans, la notion de social, la notion de plaisir, ludique. On va en reparler, puis pourquoi c'est important de considérer ces éléments-là quand on apprend l'activité physique aux jeunes, puis aussi comment on devrait l'enseigner à l'école, puis comment on pourrait bâtir des solutions pour que les gens perdurent dans le sport ou dans l'activité physique, dans le mouvement en général à long terme. Avant qu'on se lance dans les définitions, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend quand on parle de littératie physique, autant chez les jeunes que chez les adultes, qu'est-ce que ça veut dire puis pourquoi c'est important. Juste mettons les gens un peu en contexte. On a fait un peu le tour de sortir quelques statistiques qui peuvent être intéressantes pour amener les gens à comprendre pourquoi on en parle aujourd'hui. Les gens vont souvent lancer ça, les jeunes de nos jours, ils bougent pas, ou la population est de plus en plus sédentaire. Puis en même temps, des fois, les gens, probablement qui lancent ça parce qu'ils ont lu des articles dans la presse, ils ont peut-être entendu certains podcasts ou bref, ils entendent ça de bouche à oreille. Mais concrètement, à quoi ça ressemble l'état des choses? On peut parler même au niveau mondial puis au niveau canadien, québécois, de se donner un aperçu de est-ce que c'est vrai de un qu'on bouge moins qu'avant? Puis si oui, à quoi ça ressemble autant chez les jeunes que chez les adultes? Oui, puis je pense que ces chiffres-là nous permettent de voir l'ampleur aussi du problème parce que oui, effectivement, c'est un enjeu, une activité physique, mais ça prend des chiffres à l'appui pour le prouver. Lorsqu'on se fie à un des rapports de l'OMS de 2010, ça fait quand même une dizaine d'années, mais quand même, les chiffres sont assez effarants. Là. On parle de 23% des adultes puis 81% des adolescents qui n'atteignent pas les recommandations de l'OMS en matière de santé. Quelles sont ces recommandations-là? Chez les 5 à 17 ans, on parle de 60 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée à soutenue, puis de 3 séances de renforcement en musculation. On a aussi une recommandation par rapport au temps d'écran, ce qui est intéressant puis quand même actualisé par rapport à l'enjeu de la technologie aujourd'hui, qui est maximum 2 heures par jour. Or, on sait que les adolescentes vont consacrer en moyenne 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. C'est quand même le double de la recommandation de l'OMS. Puis après ça, si on va un petit peu plus dans le détail de la recommandation, l'intensité modérée, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas très évocateur à la base. Dans le fond, c'est une intensité qui correspond à 3 à 6 mètres. 1 mètre est un équivalent métabolique en termes de consommation d'oxygène. Donc, 1 mètre, c'est dans le fond la consommation d'oxygène nécessaire au métabolisme de repos. Fait que tu es couché le matin, tu es à 1. Et toute activité sédentaire, de par sa définition, va être à 1,5 mètres ou moins. Donc, on est tout juste au-dessus du métabolisme de repos. Donc, être couché, être assis, faire du télétravail, c'est un exemple de position qui est sédentaire dans laquelle on est. Puis pour ce qui est de l'intensité soutenue, c'est de 6 à 9 mètres, donc un peu plus. Pour que ce soit encore plus évocateur pour les gens, là, on peut considérer 1 mètre comme étant l'équivalent d'1 km/h à la course. Donc, une marche très, très, très lente. Comme ça. Exact. Puis, si on est dans du 9 mètres, on est à 9 km/h. Donc, c'est quand même pas, on parle d'intensité soutenue, mais pour plusieurs personnes qui ont une bonne condition physique comme toi, 9 km/h à la course, c'est pas une vitesse qui est excessivement élevée. Donc, on gagne à aller un petit peu plus haut que ça aussi, même si la recommandation est de l'intensité modérée à soutenue. Exact. C'est fait sur des moyennes, sachant que pour quelqu'un, pour atteindre une intensité élevée, il faut qu'il fasse une activité vraiment beaucoup plus élevée, plus vigoureuse, plus demandante. Alors que pour des personnes plus sédentaires, une marche, disons, à vitesse normale ou même une marche à un pas un peu plus rapide pourrait devenir une activité modérée, voire même élevée. Certainement. Puis juste pour préciser, les stats qu'on vient de dire, donc 1 adulte sur 4, 3 adolescents sur 4 qui n'atteignent pas les recommandations, on parle au niveau mondial. Fait que ça, c'est les statistiques vraiment worldwide qu'on appelle, qui sont les chiffres de l'OMS. Exactement. Puis là, c'est sûr qu'il faut garder en tête qu'il y a beaucoup de pays qui ne déclarent pas ces statistiques-là parce qu'ils n'ont pas de base de données intéressante. Donc, probablement que ça regroupe une majeure partie de pays occidentaux, mais ça reste qu'il y a quand même un transfert intéressant à faire avec le Canada. Oui, puis avant de parler du Canada, un des points que je trouve intéressant dans ces chiffres-là, c'est que les chiffres augmentent en termes de nombre de personnes qui n'atteignent pas les recommandations, plus les pays ont une croissance économique. Fait que, on voit que les pays qui sont le plus développés économiquement, fait qu'on pense évidemment aux pays d'Amérique du Nord comme le Canada,
Canada, les États-Unis. C'est entre autres là où on voit les plus grands niveaux disons, de sédentarité ou les plus grands niveaux de personnes qui n'atteignent pas les recommandations. Ce qui est quand même, disons, ironique parce qu'on pourrait s'attendre à ce que plus on ait de stabilité économique, plus on ait de confort, plus qu'on soit capable de passer du temps pour atteindre justement ces recommandations-là qui sont finalement de développer des habitudes de vie pour avoir une longévité de vie intéressante et une qualité de vie intéressante. Là. Oui, c'est intéressant ce que tu amènes. Je pense qu'il y a certainement moyen de voir ça aussi avec l'essor de la technologie dans ces pays-là. Quand on passe beaucoup de temps devant un écran, dans bien des cas, il y a quand même un coup de renonciation à l'activité physique. Dans le sens, si je suis devant un écran, la plupart du temps, je ne serai pas actif. Ouais. Pas tout le monde qui va, par exemple, écouter un match sportif en faisant du vélo sur sa base d'entraînement et tout, ce qui est quand même une façon intéressante de rester actif tout en étant un consommateur d'écran, je peux me permettre le terme. Ouais. Mais souvent, on est ni plus ni moins dans une position sédentaire. Là. Puis en termes de coûts, là, les coûts globaux que l'OMS sortait, l'inactivité physique, ils estiment ça à 54 milliards finalement de dollars internationaux par année. Puis ça, c'est juste les coûts directs en santé qu'eux parlent. Puis ça, c'est en lien avec les chiffres de 2013. Puis un 14 milliards de chiffres liés à la perte de productivité. Puis là, moi, j'étais curieux de voir est-ce que ça inclut les troubles musculo-squelettiques et les troubles de santé mentaux qui sont finalement conséquences des fois d'une perte d'activité physique, puis ça excluait ça. Fait que les chiffres sont probablement beaucoup plus élevés. Puis quand on parle de dollars internationaux, là, c'est toujours par rapport au dollar américain. Fait que par exemple, si tant de dollars permettent d'acheter un pain aux États-Unis, bien, on a le même nombre de dollars internationaux qui permettraient d'acheter un pain dans à peu près tous les pays. Fait que c'est comme une façon de comparer les chiffres. Fait que 54 milliards en coûts directs, 14 milliards en coûts indirects. Et là, on ne parle même pas des douleurs, blessures, problèmes de santé mentale qui sont amenés par l'inactivité physique et qui ajoutent d'autres coûts. Fait que c'est vraiment phénoménal au niveau mondial. Puis à quoi ça ressemble le niveau d'activité physique des jeunes au Québec? Il y a eu une couple d'études là, dans les dernières années qui ont amené une petite préoccupation au niveau de la population générale avec des articles dans certains médias qui ont vraiment fait la manchette. Donc, veux-tu nous faire un peu l'état des choses là, par rapport à nos jeunes au Québec, puis peut-être même faire le parallèle avec les adultes ici au Québec? Là? Mm-hmm. Ben, en fait, quand on regarde, on s'intéresse au contexte québécois, les chiffres sont pas mal identiques à ceux de l'OMS. En fait, chez 5 à 17 ans, c'est 19% de Québécois qui sont suffisamment actifs, donc ils atteignent les recommandations de l'OMS. Mais ce qui est inquiétant, c'est que lorsqu'on regarde les autres tranches d'âge, donc des 18 à 40 ans, 44 ans, donc vraiment un groupe d'adultes, 52% sont suffisamment actifs, 45 à 64, 47%, et ce chiffre diminue chez les 65 ans et plus pour atteindre 41%. Donc il y a au plus un adulte sur deux qui, dans une fourchette d'âge définie, va atteindre les recommandations de l'OMS qui, et ça c'était mentionné dans le rapport de l'OMS dont on va parler un petit peu plus tard, là, sont quand même conservatrices. Oui, ben c'est ça, exactement. En moyenne, mettons, 30 minutes d'activité d'intensité modérée par jour. La réalité, c'est que pour réduire significativement son risque de maladie cardio-métabolique en vieillissant, souvent, ça prend un peu plus que ça. Ouais. Et il faut mettre ça aussi dans le contexte où les gens sont de plus en plus sédentaires et ce n'est pas parce qu'on est actif physiquement que l'on n'est pas sédentaire. En fait, la distinction, c'est que lorsque je suis actif physiquement, bien, j'atteins les recommandations. Donc, je fais 150 minutes d'activité d'intensité modérée, par exemple, à soutenu dans ma semaine. La sédentarité, c'est le temps passé là, sous cette fameuse valeur-là de 1,5 mètre dont je parlais. Bien, avec le télétravail, les gens ne respectent pas les recommandations de l'OMS qui sont d'au plus 8 heures de sédentarité par jour. Ils vont être 10 à 12 heures assis, mais ils vont aller courir 30 minutes dans la journée. Ce que ça prendrait, afin de réduire ce risque, par exemple, de maladie cardio-métabolique en vieillissant, c'est d'avoir des activités d'intensité légère et modérée parsemées dans la journée à travers un moment où je vais être actif, c'est-à-dire la course. Donc, faire du ménage, faire la vaisselle, simplement être debout et en mouvement et non pas être statique assis, bien, ça a certainement un impact positif sur la santé cardiovasculaire qui a été montré. Et c'est là où il faut vraiment qu'on apprenne à changer nos habitudes de vie. Tu sais, cette norme-là, lorsqu'on intègre un groupe, assis-toi, mets-toi confortablement. Ouais, exact. Parce que tu pourrais pas être debout. Ben encore, on est ici, on enregistre un podcast, on est assis. Ouais. Bon, voilà, on contribue à ça.
Exact. Mais on va aller bouger par la suite, puis on va s'assurer de faire les bonnes choses et tout. Exactement. Ouais. Mais c'est pour ça aussi qu'ils recommandent de plus en plus de casser le temps sédentaire assis. Donc, par exemple, les bureaux assis debout, les petits tapis pour marcher en travaillant, de prendre des pauses actives dans la journée, d'essayer de distribuer du mouvement, même si c'est de l'activité physique très légère, comme tu disais, être debout, faire du ménage, juste se déplacer, ne pas être assis immobile. Ça semble être assurément une bonne idée là, pour favoriser la réduction de nos risques de développer l'ensemble des maladies qu'on connaît là, qui amènent des problèmes chroniques à long terme. Et tantôt, tu parlais de confort. Tu dis c'est un peu ironique que dans des pays où il y a plus de confort, on observe davantage d'inactivité physique et donc de maladies chroniques, par exemple, associées à cette situation-là. Ben, avec le confort vient le fait qu'il y a un peu la loi du moindre effort aussi, puis toute la technologie, les appareils pour faire le ménage à cette heure, si l'on veut, puis qu'on a les moyens de se le payer, peuvent faire le job. C'est vrai. On peut vraiment très bien faire notre vie sans passer l'aspirateur, sans passer la mop, sans nettoyer la piscine, parce que tout peut être automatisé via la technologie, ce qui est un couteau à double tranchant, comme on le sait, à cause des conséquences connues de la sédentarité. Ouais, en fait, la façon que tout a été structuré, organisé maintenant en société, l'effort est nécessaire pour réussir à atteindre ces recommandations d'activité physique. Dans le sens que si on laisse le mode de vie de la société installé nous organiser, on va être assis, on va se déplacer en voiture pour aller au travail, on va être coincé dans le trafic, on va travailler sur un bureau assis, puis voilà. Fait que bref, il faut vraiment faire un travail conscient, individuel, mais aussi, on va en reparler plus tard, il y a assurément des solutions, disons, plus globales, plus communes au niveau de la société qui devraient être mises en place pour revoir un peu nos façons de faire. Tout à fait. Une des statistiques que je voulais soulever là, avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet, c'est l'étude de l'Université de Sherbrooke là, du Dr Léoné qui avait comparé le VO2 max là, des jeunes. Puis on avait vu dans les dernières années comment le VO2 max chez les enfants, c'était surtout des adolescents, si je ne me trompe pas, c'était autour de 17 ans qui avaient fait la mesure. La réduction des capacités cardiovasculaires chez les enfants, c'est drastique dans les dernières années. Fait qu'eux, ils ont mesuré que ça a chuté de 18% chez les garçons de 17 ans et de 12% chez les filles. Et tout ça, c'est dans les derniers 35 ans. Fait que c'est quand même des chiffres marquants qui nous disent que grosso modo, les adolescents ont moins de capacité cardiovasculaire qu'on avait il y a une trentaine d'années. Puis ça ne semble pas s'en aller dans la bonne direction. Puis même, il y avait la notion de seuil critique là, du VO2 max. Ils sont capables d'identifier une espèce de seuil qu'on ne veut absolument pas être en bas de ce seuil-là en termes de capacité cardiovasculaire pour être capable de réduire le risque de développer des problèmes assez tôt dans la vie adulte. Fait qu'il parlait de 58% des garçons qui étaient en dessous de ce seuil de protection-là et presque 70% des filles qui étaient en dessous de ce seuil critique-là. Puis là, on est vraiment dans des données, tu sais, vraiment chez nous, au Québec. Donc, disons que ça fait l'état des choses par rapport à comprendre où se situe le niveau d'activité physique chez les jeunes. On a fait aussi le tour avec les adultes. Fait que je pense que c'est important de parler de solutions puis de comprendre. Mais c'est surtout de comprendre d'où ça vient tout ça. Puis on va avoir la chance d'en discuter. Puis ce que tu dis, ça me mène à moi une statistique que j'avais par rapport à des données à l'international. La capacité cardio-respiratoire, donc ce qu'on appelle le VO2 max, qui est la consommation maximale d'oxygène, qui est un indicateur de performance dans des sports comme le ski de fond, par exemple. Mais elle aurait diminué de 5% par décennie entre 1975 et 2013, qui est pas mal autour de 20% dans le fond sur un horizon de 40 ans. Puis on parle de 25 millions de tests de course qui ont été faits. Là, fait que ce soit, c'est d'énormes données. Donc, ils ont croisé beaucoup de données. Là, fait que ce soit le léger boucher qu'on connaît ici, que plusieurs n'aimaient pas faire. Le test Cooper. Les tours de piste. Les tours de piste sur 12 minutes. À l'intérieur d'un minutes, il y avait différentes variantes. Les tests navettes. Ouais. Puis, dans le fond, un des livres dont je m'inspire beaucoup pour le podcast aujourd'hui, c'est Les jeunes, faut que ça bouge de Pierre Lavoie et Jean-François Harvey. Puis, ce qu'il disait, c'est qu'un jeune. En 2013, prend en moyenne 90 secondes de plus pour réaliser un test d'1 000, donc 1,6 km de course courue à vitesse maximale. Ouais. C'est quand même assez parlant. 90 secondes sur 1,6 km, c'est une différence qui est on ne peut plus majeure. Oui, absolument. Fait que ça nous donne... disons que ça nous donne l'état des choses par rapport à comprendre où en sont rendues les capacités de nos jeunes. Puis, tu sais, on voit que ça se répercute en fait, c'est que... Puis une des raisons pour laquelle on part des jeunes dans la discussion, c'est que l'activité physique chez les jeunes, la présence ou l'absence de cette activité physique-là, c'est un grand déterminant de ce qui va se passer après, tu sais. Puis, on parle de l'âge adulte, c'est-à-dire de continuer d'être actif malgré la vie qui devient un peu plus complexe quand on est adulte parce que, bref, on a le travail, on a des fois la famille, on a toutes les occupations. Puis, tu sais,
le VO2 max, pour que les gens le comprennent bien, c'est un des meilleurs prédicteurs non seulement de longévité, mais aussi de qualité de vie et de réduction d'à peu près toutes les maladies chroniques qu'on connaît, comme le diabète, les facteurs de risque cardio-métaboliques comme le cholestérol, l'hypertension, etc. Fait que bref, avoir un haut VO2 max, c'est une excellente idée pour vivre non seulement une vie qui est longue, mais aussi une vie en santé. Mais je pense qu'on peut faire le parallèle avec la force de préhension. Oui, exact. Qui est la vraiment force un musculaire. intéressant de la longévité par la suite aussi, comme ça a déjà été discuté dans ton podcast. Puis tu parlais tout à l'heure de la réduction significative de la capacité cardio-respiratoire chez les jeunes Québécois. En fait, ça peut entre autres être parti par expliqué par le taux d'obésité dans bon point cumulé qui a vraiment augmenté dans les dernières années. Puis là, j'ai pas l'année, mais au Québec, c'est probablement une statistique, je crois, qui date des 5 dernières années, là, 28%. Et si on se compare à un pays qui est leader en la matière, le Japon, 7,9%. Ouais. C'est quand même plus de 3 fois plus d'obésité dans bon point. Fait que chez les jeunes, chez les jeunes, chez les 5 à 17 ans. Ouais. Donc, lorsqu'on a une surcharge pondérale, bien, évidemment, c'est certain que ça va affecter notre capacité à l'effort parce que la consommation d'oxygène demandée pour une même vitesse de course va être supérieure. Si je traîne 10 livres de plus, c'est comme si j'avais une veste lestée avec laquelle je courais. Fait que ça, c'est un autre élément qui peut être... qui peut expliquer cette réduction importante de la capacité respiratoire. Et dans le livre, il semblait mentionner même que les jeunes semblaient, à certains égards, moins prêts à fournir l'effort maximal pour aller chercher un résultat plus intéressant. Comme si c'était dans les normes sociales moins reconnues, moins mis de l'avant que d'essayer de donner le maximum de soi-même. Dans les cours d'éducation physique, par exemple, quand il y a des évaluations. Exactement. On va parler de littératie physique. C'est pas mal un des termes clés ou qui va être la ligne directrice de l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par littératie physique de prime abord, juste pour commencer à définir ça, puis ensuite on rentrera un petit peu plus dans les détails en lien avec ça. Si on y va, la définition textbook, là, en fait, il s'agit de la motivation, de la confiance, de la compétence physique, du savoir et de la compréhension qu'une personne possède et qui vont lui permettre de valoriser, de prendre en charge son engagement envers l'activité physique toute sa vie. Puis je pense que la façon dont ça termine toute sa vie est vraiment, vraiment importante. Ouais. Si on décortique un peu plus la définition, on parle de motivation. La motivation, c'est ton gaz, c'est ce qui te permet de te propulser pour maintenir un comportement souhaitable dans ta vie. Souhaitable ou non, en fait, qu'il s'agisse de bonnes ou mauvaises habitudes, des fois, une motivation. La confiance et la compétence réfèrent à quel point je me sens bon, je me sens à l'aise de mettre en application le comportement dans ma vie. Donc, si je suis mauvais, par exemple, au tennis, et ça dès un jeune âge, puis que je ne développe pas les habiletés de base qui vont m'amener à performer à la hauteur de mes attentes, il y a peu de chances que je maintienne, que je continue à jouer au tennis par la suite. Et le savoir et la compréhension, en fait, c'est l'éducation qu'on a par rapport aux saines habitudes de vie et à la santé. Et ça, il y a quand même une lacune importante au Québec, mais même à travers le monde. Lorsqu'on s'intéresse au nombre d'heures de cours d'éducation physique, par exemple, que l'on a au Québec, 50 heures par année. 50 heures par année, c'est l'équivalent de 2 fois 1 heure, 2 fois 1 heure et quart sur un cycle de 9 jours. Et si on se compare aux Français qui sont leaders en la matière, c'est 108 heures qu'ils ont au lycée. Donc, pas mal l'équivalent de l'école secondaire. Là. Et même s'ils sont les leaders en la matière, on demeure en deçà des recommandations chez les jeunes qui seraient d'1 heure par jour en termes d'activité physique. Puis là, c'est sûr, évidemment, les jeunes, ils font des activités parascolaires, extrascolaires, ils vont être dans des ligues de soccer, de hockey, peu importe. Donc, ça complète les heures. Mais tu sais, quand on sait à quel point ça peut être important d'avoir les choses intégrées à l'école, d'avoir une 50aine d'heures par année au Québec, c'est largement insuffisant là, pour le moment. Puis, tu sais, on parle de cours d'éducation physique et à la santé. La façon dont le cours est perçu, la plupart du temps, c'est que c'est un moment pour aller jouer, faire du jeu libre puis avoir du plaisir. Mais l'idée, c'est de développer des habiletés motrices quand même spécifiques. Donc, exemple, d'enseigner la technique propre à faire un smash, faire un service au volleyball. Mais c'est aussi de développer des connaissances en matière de santé. Et lorsqu'on n'a pas de connaissances par rapport à l'impact de nos comportements lorsqu'ils sont maintenus, cumulés dans le temps, c'est là où, à travers le temps, on développe des maladies chroniques aussi. Je pense qu'il faut qu'on réalise comme société et individuellement l'importance que nos agissements au quotidien ont sur l'adulte que l'on va devenir et l'état de santé qu'on va avoir. Donc, l'espérance de vie en bonne santé, dont je vais parler tout à l'heure aussi, là, va dépendre de ça. Là. Quand je lisais la définition de la littératie physique,
Ce que je trouvais super intéressant, puis cette définition-là, elle vient entre autres de Margaret Whitehead, là, qui est comme la personne qui est vue comme étant la personne qui a amené l'idée de la littératie physique à la table comme étant un sujet de discussion, disons, important par rapport à la santé publique en général. Puis ce qui m'avait le plus frappé, c'est que la littératie physique, ça va vraiment bien au-delà de savoir que bouger, c'est bon. Tu sais, c'est pas juste de savoir que faire du mouvement, faire de l'activité physique, faire du sport, c'est bon pour la santé. Parce que si tu demandes cette question-là à n'importe qui, tout le monde va dire oui. De la même façon que tout le monde sait qu'il faut manger des fruits et légumes, puis qu'il faut manger des produits le moins transformés possible, puis qu'il faut boire de l'eau, etc. Mais ça va au-delà de ça. C'est pas juste d'avoir la notion, c'est d'avoir la motivation pour le faire. C'est de se sentir confiant quand on fait de l'activité physique. C'est de se sentir compétent. Tu sais, la notion de compétence, on va en reparler tantôt, mais les gens qui n'aiment pas les cours d'éducation physique au primaire, au secondaire, si tu leur poses la question, est-ce que tu te sens bon dans ce que tu fais, ils vont probablement répondre non. Tu sais, comme dans bien des cas, si tu te sens pas bon à faire quelque chose, en général, ta motivation va chuter de façon drastique. Il y a moins de chances qu'à long terme, tu aies envie de répéter ces activités-là. Fait que j'ai l'impression que de comprendre cette définition-là, ça nous donne non seulement une idée de ce que c'est, mais ça nous donne aussi une idée de ce qu'il faut faire, puis des vecteurs sur lesquels on peut agir, que ce soit les instances décisionnelles, les gouvernements, dans les écoles, mais aussi comme les individus qui encadrent les gens qui font le sport, fait que les coachs, les professeurs d'éducation physique, ça nous donne une idée sur quel levier on peut jouer pour essayer de favoriser à long terme que l'activité physique, ce soit quelque chose de maintenu puis de soutenu dans le temps chez les jeunes. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant que c'est vraiment beaucoup plus complexe, cette définition-là, que ce que je pensais. Oui, bah, effectivement, puis même moi, en lisant la définition, puis en ce que je pensais qu'était la littératie physique, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Puis là, tu parlais tout juste des vecteurs, justement, des boutons sur lesquels il fallait appuyer pour s'assurer qu'un individu reste actif toute sa vie durant. Ben, on peut lier ça à la théorie de l'autodétermination que j'ai appris, en fait, dans le contexte d'un de tes podcasts, puis que je mets en application de façon très, très régulière et que j'aime bien aborder avec mes clients aussi. En fait, il y a 3 éléments à considérer. La compétence, l'appartenance et l'autonomie. L'autonomie, merci. Le dernier qui sont un peu les 3 vitamines qui permettent d'expliquer si quelqu'un va avoir de bonnes sources de motivation pour maintenir certaines habitudes, des comportements ou pourquoi les gens font les choses qu'ils font. Et la compétence, bien, se retrouve dans la définition même de la littératie physique. Donc, on ne peut pas dissocier autodétermination de littératie physique, et ça commence le plus jeune, parce que c'est pas vrai que d'apprendre à pratiquer un sport, c'est facile dès le début. Exact. Mais plus on le fait jeune dans une pratique libre et délibérée, par le plaisir, sans comparaison, parce que le jeune à 2-3 ans, il ne sait pas s'il est moins bon que son collègue, et ce, dans un contexte social qui est favorable, exemple avec la présence du parent qui montre l'exemple en la matière. C'est très, très fort ce qu'on fait, notamment au niveau du développement physique, mais aussi au niveau du développement cerveau. On favorise des circuits neuronaux qui vont nous amener à être plus actifs et vraiment entretenir cette dopamine-là vis-à-vis du mouvement, puis une vision positive par rapport au fait d'être actif, juste par des expériences positives et diversifiées dans le temps. Puis j'invite les gens qui n'ont jamais écouté l'épisode sur la motivation, c'est l'épisode 11 avec Jacques Forêt qui s'intitule Psychologie de la motivation. Puis là-dedans, on a abordé certains sujets qui font vraiment le pont avec la discussion d'aujourd'hui, entre autres avec l'activité physique, puis pourquoi les gens font ce qu'ils font. Donc, j'ai l'impression que, en tout cas personnellement, puis ce que je vois autour de moi, de maîtriser les concepts en lien avec qu'est-ce qui fait que quelqu'un est motivé à faire quelque chose, c'est un game changer pour utiliser l'anglicisme, entre autres dans l'instauration et le maintien d'habitudes de vie saines et durables. Quand je regarde un peu la façon qu'on enseigne l'activité physique, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans le sport, tu sais, le milieu sportif, je me questionne en fait si ce qu'on sait qui devrait être fait pour, disons, optimiser la littératie physique chez les jeunes. Si on vient de parler de motivation, confiance, compétence, le savoir, je me questionne à savoir si c'est réellement ça qu'on fait. Quand on regarde les programmes sport-études, quand on regarde comment c'est quoi notre vision du sport compétitif versus récréatif. J'aimerais ça qu'on fasse un tour d'horizon là-dessus, puis que tu nous parles un peu de l'impact de cette notion-là de la spécialisation, de la surspécialisation sportive très tôt. Fait que, par exemple, les gens qui vont faire très tôt dans leur vie
dès l'âge de 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, un seul sport et vraiment vont développer un sport à très haut niveau et que tous les œufs vont être mis dans le même panier. Moi, j'ai grandi et quand j'étais étudiant, j'étais sauveteur à la piscine, j'enseignais les cours de natation. Fait que j'ai baigné dans un monde où la surspécialisation sportive active en natation, elle est extrêmement présente. Puis c'est d'ailleurs un des sports où les gens arrêtent complètement assez tôt, après leur carrière. Puis, bref, on fera des parallèles tantôt peut-être avec les Jeux olympiques parce qu'il y a quelques belles histoires en lien avec ça. Puis, on est dans on est en pleine saison des Jeux olympiques. Donc, veux-tu nous parler de l'impact de la surspécialisation sportive en bas âge? Qu'est-ce que ça implique ensuite sur l'activité physique à l'âge adulte? Ben, c'est certain que c'est pas sans conséquence parce que dans le développement du jeune, ce que l'on veut dès la petite enfance, c'est d'avoir, je parlais tout à l'heure d'expériences diversifiées, d'expériences variées. Puis chez l'adolescent, c'est encore plus important. L'adolescent est en quête d'identité et il va vouloir s'exposer à différentes expériences. Donc lorsqu'on passe 50, c'est pas 60% de notre temps à la piscine, ben, c'est certain que à un moment donné, on se prive d'autres expériences sociales qui sont quand même... Il y a un coût de renonciation. Il y a un coût de renonciation qui est quand même important, même si au final, on finit par gagner une médaille. Pour les quelques vraiment très, très, très rares, comme Summer McIntosh, par exemple, qui est une surdouée à l'échelle mondiale à 17 ans, qui vont réussir à le faire, là. Le podcast est présenté par Overview. C'est une plateforme en ligne pour les professionnels de la santé où tu peux t'abonner pour avoir accès en tout temps à une synthèse de tous les guides de pratique clinique en réadaptation musculo-squelettique. Donc, tu te demandes si une intervention serait recommandée ou non pour une patiente que tu as vue cette semaine. En quelques clics sur Overview, tu as réponse à ta question. C'est une ressource fiable, innovante dans le transfert de connaissances et ça permet d'avoir accès rapidement aux meilleures pratiques, chose que je valorise grandement personnellement comme physiothérapeute dans mon travail. En plus, Overview, c'est une entreprise menée par une jeune physiothérapeute inspirante ici même au Québec qui veut faciliter la vie des professionnels pour avoir une pratique basée sur les évidences scientifiques. Si tu veux une réduction de 10% sur l'abonnement individuel, tu peux utiliser le code SANTE10, SANTE 10, et tu peux aller jeter un coup d'œil au site web d'Overview en cliquant sur le lien qui est dans la description de l'épisode du podcast. Donc, dans les impacts, bien évidemment, côté physio, quelque chose qui nous intéresse, le risque de blessure. On est dans des mouvements répétés. Le sport étant, par définition, souvent une gestuelle asymétrique. Exemple, je suis droitier, je joue au tennis, mon coup droit est avec la droite, mon revers est à deux mains, mais je pourrais avoir un revers à une main qui sera avec mon côté droit aussi. Donc, le fait de solliciter un côté par rapport à un autre, et ça de façon répétée dans le temps, avec un volume qui est aussi important, lié à une intensité aussi, fait en sorte que la charge d'entraînement, elle, sur le corps et sur l'esprit, en fait, je pense qu'on pourrait même le voir de cette façon-là, devient quand même on ne peut plus importante. Et donc, il y a un risque de blessure. Dans les autres conséquences qu'on peut voir, évidemment, il y a une diminution du plaisir. Et dans le plaisir, souvent, il y a une notion de variété, une notion de pouvoir s'accomplir de différentes façons. Lorsqu'on met tous nos œufs dans le même panier, bien, ce risque que le plaisir ne soit pas là et donc éventuellement notre ego, notre estime personnelle en soit affectée est quand même importante parce que lorsqu'on gagne des compétitions des jeunes, de jeune âge, ben, on est galvanisé, on aime ça, mais hop, arrivent les Jeux du Québec à partir de 12 ans, whoop, on a le bassin de jeunes auquel on va être opposé est vraiment plus grand, surtout beaucoup plus relevé. Et finalement, on a l'impression qu'on fait plus le poids. Ça peut être très, 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 très dur pour la confiance d'un jeune adolescent dont l'ego est souvent quand même démesuré parce qu'il cherche à, encore une fois, il est en quête d'identité, comme je le mentionnais. Là. Fait que, surtout si, disons, le vecteur pour mesurer la réussite a toujours été la victoire ou le succès de vaincre la compétition, de gagner la compétition, plutôt que de vraiment développer le plaisir profond à pratiquer l'activité qu'on pratique, d'avoir vraiment un fun réel à faire le sport, au-delà, peu importe le résultat qui s'ensuit. Et tu parlais de carrière qui allait finir hâtivement aussi, notamment par exemple en natation. Beaucoup de cas de jeunes de 13-14 ans qui ont une écœurantite en bon québécois de cette activité-là, qui vont cesser de la pratiquer, puis qui vont développer un peu une aversion envers le sport, des fois de façon générale, malheureusement, et qui vont avoir de la difficulté à se renouveler dans une autre activité s'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas atteindre le niveau de performance qu'ils avaient en jeune âge. Donc, les attentes sont un peu démesurées par rapport à ce qui peut être offert. Et la notion de plaisir étant essentiellement axée sur la performance, sur l'atteinte d'un objectif en particulier, bien, l'appréciation du processus aussi. Donc, le nombre d'heures d'entraînement qu'on va faire vers l'atteinte de l'objectif qui est la compétition,
peut en être affecté à la baisse aussi. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable puis qui est transférable dans d'autres facettes de la vie, là. Par rapport à ça, justement, la pression de performance, que ce soit des coachs, des autres athlètes, de la famille, on aime beaucoup, dans certaines situations, on a des parents qui vont vouloir un peu vivre les réussites de leurs enfants, créer, former des athlètes, ces fameuses perles rares-là qu'on cherche, mais dans bien des cas, malheureusement, ce ne sera pas la situation. Mais si on est en mesure d'avoir formé un individu qui va rester actif toute sa vie durant, quant à moi, on a réellement réussi au niveau individuel, mais surtout aussi au niveau sociétal. Ouais. Tu sais, un des arguments, je crois que les gens pourraient, ou une des questions que les gens pourraient avoir en tête, c'est la notion de est-ce que ça prend des athlètes surspécialisés très tôt, très jeunes, pour performer? Tu sais, finalement, si comme pays, on veut performer aux Olympiques, par exemple, est-ce qu'il faut absolument de la surspécialisation au niveau de nos athlètes? Est-ce qu'on a des exemples à comprendre des gens qui ont été plus généralistes, qui ont fait de la variation dans leur sport, puis qui ont quand même atteint un niveau de sport élevé, pour peut-être avoir un contre-exemple, à savoir, ce n'est pas tout le temps la surspécialisation en bas âge qui va nous amener la performance ultime, puis de devenir un grand athlète accompli finalement. Oui, 2 exemples intéressants. Ben, Roger Federer, qui a pratiqué le soccer jusqu'à autour de 12 ans et qui est devenu par la suite, comme on le sait, l'un des plus grands joueurs de tennis de tout le temps et tout. Donc, lui a été assez formé comme un généraliste. Il ne s'est pas spécialisé. Non pas qu'il ne jouait pas au tennis avant d'avoir 12 ans, c'est pas vrai, mais il n'a pas commencé à faire de la compétition de haut niveau avant cet âge-là. On a Remco Evenepoel, qui a remporté quand même 2 épreuves de vélo. Le premier homme de l'histoire des Jeux olympiques à faire ça, c'est quand même pas négligeable. Avec une crevaison et avec une avance on ne peut plus importante, là, vraiment très, très impressionnant. Mais lui, il était sur l'équipe nationale junior de soccer belge jusqu'à 15-16 ans. J'ai peut-être pas le chiffre exact en tête, mais jusqu'à la fin de son adolescence, commencé cycliste de haut niveau. Il vient de finir 3e au Tour de France cette année en 2024. Oui. Champion olympique double. C'est tout un athlète. Puis, en fait, il faut mettre ça en perspective. Il a remporté le contre-la-montre, puis aussi l'épreuve de cyclisme plus longue distance. Là. Donc, ça ne fait pas appel du tout au même métabolisme énergétique. Puis, il n'y a pas nécessairement la morphologie type du gagnant d'un contre-la-montre. Et pourtant, il peut dégager une puissance là, en wattage qui est comme vraiment, vraiment hors norme. Oui, il est doté d'une génétique favorable. On ne se le cachera pas. Mais quand même, il faut garder en tête qu'il y a un transfert qui peut se faire du vélo, du soccer vers le vélo à ce moment-là, puis qu'on peut former des athlètes olympiques qui vont être les meilleurs. À ce moment, on parle du meilleur au monde quand même, même si on a commencé tardivement. Et ça, c'est pas à 12 ans, là, c'est à 15-16 ans qu'il a commencé à faire du vélo de compétition. Tant qu'à être dans les exemples, Tom Pidcock, qui est un Britannique, champion olympique cette année en vélo de montagne, mais qui est aussi un des très grands cyclistes sur le Tour de France en cycliste sur route, donc une diversité des habiletés sportives à l'intérieur même du vélo. On sait que le vélo de montagne et le vélo de route, c'est 2 sports qui sont complètement différents. Les fans de vélo vont reconnaître les Mathieu Van Der Poel puis les Wout Van Aert, qui sont des champions en cyclocross, qui est aussi un autre sport complet dans le cyclisme et qui sont aussi de grands performants sur le Tour de France. Au Québec, on a Pierre Harvey, Alex Harvey. Pierre Harvey qui a participé, qui était un cycliste de très haut niveau. Si je ne me trompe pas, a participé même aux Jeux olympiques d'été. Et évidemment, a participé aux Jeux olympiques en ski de fond, Jeux olympiques d'hiver. On a aussi, chez les femmes, je me rappelle plus, il y en a une là, qui avait fait patin de cycliste et patin de vitesse. Oui. C'est-tu Crawford, si je ne me trompe pas? J'oublie son nom, mais j'ai son visage en tête, mais je sais exactement de qui tu parles. Puis, Alex Harvey, c'est un très grand cycliste de montagne. En vélo de montagne, il avait un niveau très élevé. C'est devenu un des plus grands fondeurs canadiens de l'histoire avec une carrière exceptionnelle qui a pris fin il y a quelques années. Donc, c'est des exemples qui nous montrent qu'il y a comme 2 choses là-dedans. Un, on peut être un généraliste sans être surspécialiste très tôt et avoir une carrière sportive très élevée au niveau performance, mais aussi on peut perdurer dans le sport parce que, moi, je skie à Saint-Fériol-les-Neiges chaque année, puis Alex Harvey puis Pierre Harvey, je les croise dans les pistes. Ils skient encore, ils ont encore autant de fun à skier, même si on fait de la compétition. Donc, la façon qu'ils ont adopté le sport, c'est pas juste pour la compétition, ils l'ont vraiment adopté pour le plaisir, pour la santé, parce que c'est important. Puis, il y a beaucoup plus de chance, j'ai l'impression, quand on aborde le sport avec cette vision-là, puis qu'on vieillit dans le sport avec cette vision-là, qu'à long terme, ça fonctionne, puis qu'on le maintienne, puis qu'on ait encore envie de bouger puis de faire du sport.
Oui, on a moins l'impression d'être prisonnier d'un carcan, puis le jeune peut s'exposer justement à des environnements variables, à des pratiques diversifiées. Il va élargir son réseau social dans le contexte de pratiques différents sports, ce qui est quand même pas négligeable pour son développement personnel aussi. T'sais. Tu parlais d'exemple, mais il y a Patrice Bernier, ouais. joueur de soccer et joueur de hockey. Deux sports, on ne se cachera pas, complètement différents. Absolument. On est beaucoup dans la coordination oculomotrice, donc entre les yeux et les mains pour la pratique du hockey versus l'habileté avec les pieds pour le soccer. Bon, il y a des coups à la poitrine, à la tête, mais ça reste que c'est totalement différent dans les stratégies, la façon de pratiquer le sport. Fait que Patrice Bernier, comme immigrant en plus, et puis performer à ce point, à ce haut niveau-là, c'est quand même impressionnant. Puis lorsqu'on regarde sa carrière en rétrospective, c'est probablement le joueur de soccer québécois qui a eu la plus belle carrière là, à l'échelle internationale et avec l'Impact de Montréal au moment où c'était l'un des meilleurs, si c'est pas le meilleur joueur de l'équipe. Quand on regarde à l'international, les pays scandinaves reviennent beaucoup comme exemple par rapport à, bon, évidemment dans le sport, parce qu'on parle de sport aujourd'hui, mais ne serait-ce que par le système d'éducation, par la façon de faire la politique, etc. Les Norvégiens, les Scandinaves, c'est beaucoup cité comme des exemples. C'est quoi la grosse différence entre le modèle scandinave par rapport à comment on approche le sport, comment on enseigne le sport, versus comment on le fait ici au Québec ou même en Amérique du Nord? Super bonne question. Ben, le modèle québécois, le modèle canadien est essentiellement orienté vers le sport-études. Le sport-études, qu'est-ce que c'est? C'est la recherche de performance dans le contexte de ces études avec un horaire qui va être adapté pour une élite, parce que c'est pas tout le monde qui veut être dans le sport-études qui va être en mesure de l'être en raison des classements et des coûts exorbitants pour accéder à ces programmes-là, il ne faut quand même pas le considérer. À titre indicatif, là, un programme de hockey sport-études, annuellement, c'est 5 000 $. La voile, je ne connais pas beaucoup qui en font, mais quand même, pour quelques-uns qui en font, c'est plus de 10 000 $. C'est énormément d'argent que plusieurs personnes ne sont pas en mesure d'investir dans leur enfant, malheureusement. Il y a cette culture-là de performance, donc une espèce de vision étroite de la culture du mouvement. Bien que l'âge minimal pour participer aux Jeux du Québec ou du Canada soit de 12 ans, dès 5-6 ans, comme tu le mentionnais, on voit beaucoup de jeunes qui vont jouer au soccer, ils vont ne faire que ça pendant l'année, là, que ce soit été comme hiver. Là, on a la chance d'avoir 4 saisons qui sont distinctes au Québec, donc pourquoi ne pas pratiquer ce qu'ils font l'hiver, le hockey, puis l'été, pratiquer le soccer, le baseball, tous des sports qui font appel à différentes habiletés de base. Là. Donc, lorsqu'on compare ce modèle-là de spécialisation sportive active qu'on a essentiellement au Québec, chez les Norvégiens, par exemple, c'est pas avant 13 ans qu'on va faire des épreuves avec classement. Donc, oui, il va y avoir des courses de cross-country, par exemple, qui vont être faites, mais il n'y aura pas de classement, il n'y aura pas de... Ça ne sera pas chronométré. Il n'y a pas de statistique de classement puis de performance. Solution simple à un problème qui est quand même complexe en apparence, dans le sens où le jeune qui finit premier, il sait qu'il est meilleur que les autres. Mais celui qui a fini, mettons, mi-peloton, il ne sait pas s'il a fini 50e ou 70e, puis il n'aura pas la possibilité d'aller voir le classement par la suite, puis de se comparer à un de ses amis qui aurait donc bien fini 2 minutes avant lui, puis et d'être déçu. Rien. Mais ça ne change absolument rien. Et puis en fait, quand on regarde les athlètes de haut niveau, c'est pas vrai qu'ils étaient premiers de classe dès le début dans tout ce qu'ils faisaient. Là. Il y en a certains qui sont développés un peu plus tardivement, ce qu'on appelle des late bloomers. Donc, le processus de développement physique et cognitif qu'on pourrait associer au sport d'un individu à l'autre est hautement variable aussi. Ça prend, oui, un terrain génétique qui est vraiment favorable, mais on peut être des late bloomers et, comme on mentionnait, il y a quand même des sports qui sont considérés à spécialisation sportive active, comme par exemple la natation, mais tu en as d'autres où ça va se faire un peu plus tardivement. Et ça va avoir un impact aussi là, conséquent. Là. En lien avec ça, là, ça me fait penser, il y a des statistiques dans le hockey qui nous disent que mettons, je ne me rappelle pas exactement des proportions, mais c'est juste pour donner un aperçu aux gens, la majorité des joueurs de hockey qui se rendent à la Ligue nationale sont nés dans les 3 à 6 premiers mois de l'année. C'est-à-dire de janvier à juin. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, ce serait 50% de l'année, là, les 6 premiers mois, mais ça représente quelque chose comme le 3/4 des joueurs. Puis, tout ça vient du fait qu'au moment de la coupure pour décider si les gens sont recrutés pour, par exemple, quand on arrive autour de 13-14 ans, puis que là, on a, au niveau provincial, des compétitions un peu plus relevées, il y a un âge
qui coupent les catégories. Puis, grosso modo, c'est toujours les plus vieux qui sont sélectionnés parce qu'ils sont les meilleurs. Mais grosso modo, c'est parce qu'il y a une grosse différence entre avoir 12 ans puis avoir 12 ans et 3/4 à cet âge-là. C'est-à-dire qu'un 3/4 d'année, c'est quasiment une année de développement de plus. Puis, il y a une grosse différence en termes d'habileté physique, de développement mental, le cerveau, puis aussi l'expérience de jeu. Et bref, tout ça pour dire que finalement, ceux qui sont sélectionnés là, puis qui ont tendance à se rendre à la Ligue nationale, c'est juste à cause de où ils... Principalement, entre autres, à cause de où ils sont nés dans l'année et que par rapport à quelqu'un qui est né au mois de novembre, par rapport à quelqu'un qui est né au mois de janvier, ils compétitionnent ensemble dans la même catégorie, par exemple, mais ils ont presque 1 an de différence. Donc, on voit aussi qu'il y a certains facteurs, disons, hasardeux qui n'ont pas le choix d'être considérés parce que veux pas à un moment donné pour les catégories d'âge, il faut quand même trancher à un certain mois de l'année pour dire tous ceux après cet âge-là sont dans la catégorie au-dessus. Mais ça fait juste démontrer comment des fois il y a un entonnoir de hasard qui amène certains à être choisis, puis après ça, les autres à être délaissés, puis c'est comme si, eux, finalement, font pas partie de l'élite, fait qu'on va oublier de les développer, puis là, on va aller prendre une poignée de jeunes pour les développer, puis finalement, c'est ça qui va faire en sorte qu'il y en a qui se rendent à un niveau, alors que ce que tu parlais, les late bloomers, des fois, on leur donne peut-être pas le temps et l'opportunité de se développer, et c'est peut-être eux, finalement, les joueurs qui auraient pu, disons, devenir des joueurs les plus intéressants là, à long terme. Fait que ça, c'est une notion que je trouvais quand même intéressante pour comprendre qu'est-ce qui explique pourquoi certaines personnes se rendent à la Ligue nationale, entre autres dans le hockey. Oui, puis tu sais, on peut lier la performance essentiellement au déterminant de la santé aussi. Entre autres. Je parlais de programme sport-études excessivement coûteux. Je veux dire, on le sait qu'un des déterminants principaux de la santé, c'est la classe économique dans laquelle on se situe. Fait que d'avoir un revenu de ménage qui est à 200 000 versus un revenu de ménage qui est à 30 000, ça a un impact certain sur la pratique d'activité physique future et encore plus sur la possibilité d'accéder à une performance de haut niveau éventuellement. Parce que les bourses qui sont octroyées, les bourses généreuses, par exemple dans un modèle américain de sport-études, ne le sont pas, en général, ne le sont pas avant le secondaire si ce n'est pas l'université. Et c'est réservé à une élite qui est en mesure à la base de faire de la performance. Fait que, est-ce qu'on a nécessairement les meilleurs athlètes au monde qu'on pourrait avoir dans ce contexte-là? Je pense que poser la question, c'est un peu y répondre aussi. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont laissés au hasard là, et qui développent malheureusement peut-être en lien avec ce processus-là de sélection une aversion et ne veulent plus pratiquer leur activité physique parce qu'ils ont perdu le plaisir par sentiment d'avoir été délaissés, entre autres. Quand on parlait de la Norvège tantôt, c'est un bon exemple pour démontrer que d'amener les gens dans le sport principalement par le plaisir en premier avant la compétition. Tu sais, la compétition commençait, tu disais, vers 13 ans, je crois. Oui, pas des preuves de classement. C'est d'avoir vraiment des preuves de classement avec des chiffres, des statistiques. Et pourtant, tu sais, on le voit avec les Jeux olympiques d'hiver dans les dernières années, la Norvège, qui est un petit pays, pas une grande population, a une récolte de médailles impressionnante et parmi les meilleurs pays au monde dans les sports d'hiver. Puis un des éléments que je trouvais intéressant, puis ça, je l'ai appris cette année, par pays, là, aux Jeux olympiques d'été, mais aussi d'hiver, il y a des bourses qui sont octroyées aux gens qui remportent des médailles. Fait que, puis il y a des chiffres qui ont été partagés. Fait que, entre autres, au Canada, par exemple, si tu gagnes une médaille d'or, c'est quelque chose comme 10, 15 ou 20 000 là, je ne me rappelle pas exactement. Aux États-Unis, on est dans les centaines de milliers de dollars. Il y a certains pays que ça frôle le million de dollars, mais en Norvège, c'est zéro. Donc, il y a $0 attribué aux athlètes qui gagnent des médailles. Simplement parce que ce n'est pas ça le but ultime visé. Oui, c'est la conséquence ultime d'avoir un pays qui a un modèle pour développer des athlètes très intéressants, ça se répercute au final à avoir de la bonne performance, donc d'avoir la Norvège qui peut se classer très bien aux Jeux olympiques d'hiver, par exemple, mais eux ne mettent pas un chèque sur la médaille parce que ça semble pas être une motivation intéressante ou une récompense qui permet de favoriser les valeurs auxquelles on veut associer la performance et les médailles. Fait que ça, je trouvais ça très intéressant parce que j'étais curieux de voir justement, maintenant que les chiffres étaient sortis, Canada, États-Unis, la Chine, etc., ben, les pays nordiques qui, eux, ont un modèle un peu différent sur la façon de voir le sport, est-ce qu'ils donnent de l'argent pour les médailles? Puis la réponse, c'est non. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, en ce moment, on est dans les Jeux olympiques d'été. Fait que, tu sais, lorsqu'on se plaît à faire le calcul, tu sais, mettons, du nombre de médailles au prorata de la population, tu sais, les Américains qui sont un peu plus de 350 millions d'habitants, si mon calcul est bon. Et la Norvège, qui est un pays de... Je sais même pas combien. La Norvège, non, j'avais regardé, c'est vrai, avant de venir, c'était 5,5 millions d'habitants. À peu près, mettons, un petit Québec.
Sachant que le Québec, on est autour de 8 millions. Là. Exactement. Fait que t'es un peu plus de la moitié Ouais. de la population québécoise qui est représentée dans ce pays-là. Puis, quand on s'intéresse aux Jeux olympiques d'été ou d'hiver, ben, finalement, le nombre de médailles d'or, ou simplement le nombre de médailles remportées en fonction des athlètes qui sont présents, parce que la Norvège va présenter moins d'athlètes quand même, mais aussi en fonction de la population est hautement plus élevé. Ouais, si on regardait le ratio de médailles par habitant, là, disons. Exactement, c'est ça. Donc, en ce moment, oui, on se place à dire que les Américains sont dominants, qu'ils ont plus de médailles que tous les autres, mais ils sont hautement plus populeux aussi que la plupart des pays représentés. Et pour la Chine, le calcul, la Chine qui est deuxième en ce moment, là, ben, ce serait encore plus... Ce serait un classement encore moins intéressant. Exactement. Si on le ramenait au nombre de médailles. Et je pense qu'éventuellement, ça n'arrivera probablement pas, là, parce qu'on considère uniquement le chiffre absolu, mais que d'avoir un classement en fonction du prorata, ça pourrait vraiment être intéressant, à la limite, de comparer les deux pour qu'on voit quels sont les modèles de littératie physique, par exemple, qui sont dominants à l'échelle mondiale. Oui, absolument. Puis, tu sais, pour faire le parallèle avec ça, là, les États-Unis sont toujours la puissance aux Olympiques d'été, toujours à chaque année. Puis, tu sais, même aux Olympiques d'hiver, on s'entend, performe très bien. Mais c'est la population la moins en forme au monde. Et avec des maladies chroniques, au niveau sociétal, de façon générale, au niveau de leur nation, c'est un échec national là, au niveau de l'activité physique. Donc, c'est comme un peu... c'est quoi le terme? Paradoxal? Paradoxal, puis j'allais dire un peu hypocrite, tu sais, à la limite, voire hypocrite, de penser que les États-Unis, c'est une puissance sportive à cause du représentant, à cause des résultats qu'on voit aux Olympiques. Mais au final, c'est une des populations les moins en forme au monde. Donc, tu sais, côté santé publique, c'est un échec monumental. Là. Oui, puis je parlais des statistiques tout à l'heure là, pour les taux cumulés dans bon point d'obésité. Je n'ai pas parlé des États-Unis, mais c'est 36%. Fait qu'évidemment, leader pour le pire là, à l'échelle internationale, 36%, c'est plus d'un jeune sur 3, donc de 5 à 17 ans, qui souffre d'obésité et ou dans bon point. Ou dans bon point. Puis ça m'amène à la question suivante, qui est la notion de se poser la question pourquoi on fait du sport. T'sais. Quand on regarde ça puis qu'on se dit, bon, les États-Unis, premiers au niveau des médailles, performance incroyable, dans à peu près tous les sports, sont capables de sortir des athlètes forts, autant sur les jeux d'hiver que sur les jeux d'été, dans le sport amateur. Même quand on regarde au niveau du sport professionnel, il y a des athlètes au soccer, au cyclisme, au hockey qui sortent des États-Unis, qui sont toujours dans les meilleurs au monde. Mais quand on se pose la question pourquoi on devrait être actif, pourquoi on devrait faire du sport, c'est quoi les raisons saines de bouger autres que pour la performance, pour les médailles, la réflexion n'est pas la même. T'sais. Fait que toi, si je te pose la question dans ta vision du sport, ta vision de l'activité physique, tu as ton background de kinésiologue, tu as ta pratique comme physiothérapeute, fait que tu es en contact autant avec des gens qui ont des blessures, des maladies chroniques, que des gens qui veulent, disons, adopter des nouvelles habitudes de vie, adopter des programmes d'entraînement, tu fais du coaching. Toi, c'est quoi ta vision de pourquoi on devrait être actif physiquement puis pourquoi on devrait faire du sport? Pour le plaisir. Ça revient vraiment à ça. Je pense pas que le premier objectif, la première pensée qu'on doit avoir quand on bouge, c'est « je veux être en santé ». C'est ce qu'on veut, pour le cerveau, c'est pas fort de penser en fonction de je veux éviter par exemple une maladie chronique, parce que les gens, comme tu le mentionnais, sont tout à fait au courant que la sédentarité ça entraîne plein de conséquences à moyen et long terme, mais ce qu'on veut, c'est gagner quelque chose, puis gagner ce quelque chose là, c'est quoi? C'est du plaisir, c'est des expériences qui sont significatives pour nous au niveau social, parfois au niveau culturel, si mettons on peut conjuguer la pratique d'un sport qu'on aime, exemple comme moi le triathlon ou fait de voyager aux États-Unis ou à l'échelle internationale. Donc, ça revient toujours à la notion fondamentale de plaisir. Et dans la performance qui n'est pas la santé, soit dit en passant, là, beaucoup d'athlètes vont pratiquer leur sport en dépit de blessures importantes et de pression, de problèmes de santé mentale. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Au nom de leur pays, de leur nation. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est ce à quoi on veut aspirer? Excuse-moi, c'est à quoi on veut aspirer? Certainement pas. Donc, le plaisir, c'est un peu le premier jalon de tout le reste. Puis lorsque on a développé une littératie physique intéressante, donc on a acquis des mouvements, les fondamentaux du mouvement le plus tôt possible. Puis Pierre Lavoie en parle dans son livre. Au Québec, il s'agit de la marche, la course, le ski, le patin.
on est plus à même de rester actif à tout moment de l'année. On a moins un Québécois qui va hiberner l'hiver et qui va dire « je n'aime pas l'hiver ». La plupart des gens qui n'aiment pas l'hiver sont probablement des gens qui ne se sentent pas suffisamment compétents pour pratiquer des sports l'hiver parce que le ski de fond, le ski alpin, le patin à glace, peu importe, je pense que tu le sais comme moi, ce sont de magnifiques, magnifiques disciplines qui ne sont pas inaccessibles à la population, loin de là, mais qui nécessitent d'avoir des fondamentaux qui vont nous amener à se sentir justement compétents dans la réalisation d'entre elles. Là. Ouais, tu vois, moi, j'ai tendance à être d'accord avec toi par rapport à ça, puis j'ai toujours dit que j'ai l'impression que pour être bien heureux sur l'année au Québec, il faut être capable de participer au niveau activité physique à peu près toutes les saisons. Et ça implique d'être multisport, d'être multi-activité, donc de ne pas faire une seule chose en tant que telle. Tu sais, pour moi, quand je te posais la question pourquoi faire de l'activité physique, pour moi, j'ai comme 3 piliers, tu sais, fait que je mettrais le plaisir, je mettrais, pour le fun, parce que c'est le fun, parce qu'on se sent mieux, tu sais, pour bien se sentir dans notre peau, pour bien se sentir dans notre vie, puis parce que c'est important. Parce que je pense que c'est vrai que notre cerveau ne va pas cibler l'élément parce que c'est important de prévenir des maladies. Tu sais, à 12 ans, on ne pensera pas à ça, évidemment. Mais je pense que quand on a une littératie physique qui nous amène à comprendre certaines choses, à avoir les notions de pourquoi c'est important, je pense que ça peut rentrer là-dedans un peu comme un troisième joueur pour générer des sources de motivation importantes à long terme pour le faire. Fait que moi, c'est mon top 3. Parce que c'est le fun, parce qu'on se sent bien, puis parce que c'est important. Oui. Une des notions que les gens, je crois, pourraient des fois avoir de la misère à concevoir, c'est la notion de être actif physiquement, ça ne veut pas dire nécessairement tout le temps faire du sport en tant que tel. T'sais, des fois, on demande aux gens, êtes-vous sportif, êtes-vous sportive? Puis les gens vont pas s'identifier comme étant des sportifs, des sportives, et pourtant, tu regardes ce qu'ils font, puis c'est des gens qui sont actifs physiquement. C'est quoi la différence, quand on essaie de démêler ces termes-là, faire du sport versus être actif versus faire du mouvement, faire de l'activité physique versus juste jouer, il y a différentes façons d'être actif physiquement. Veux-tu nous donner un peu un aperçu sur l'ensemble des choses que quelqu'un peut faire pour cumuler du mouvement puis des doses d'activité physique au-delà de faire un match de tennis ou faire un match de volleyball qu'on considérait vraiment comme un sport en tant que tel? Puis les gens vont souvent confondre l'activité physique avec le sport, un peu comme tu le mentionnais et tout. L'activité physique, en fait, de par sa définition, c'est tout mouvement au niveau du système, toute action au niveau du système musculo-squelettique qui va entraîner une dépense énergétique. Donc, si je fais le ménage, que je lave mon auto, je fais une activité physique. Et c'est trop réducteur de se dire que toute activité physique ne va être qu'un sport, que, par exemple, aller courir. Au point où les gens marchent puis ne se considèrent pas actifs physiquement aussi. Donc, le défi, avec le modèle de société dans lequel on vit en ce moment, puis justement, on parlait de la voie de la facilité et du confort qu'on a en ce moment, c'est d'être capable de cumuler des activités physiques d'intensité légère à soutenue à travers notre quotidien. Fait qu'activité physique d'intensité légère, je suis assis, je commence à avoir des inconforts, je me lève, je vais aller faire les 100 pas dans la maison ou je vais prendre une pause active 10-15 minutes à l'extérieur. J'ai déjà une première activité physique. OK, je vais ramasser ma vaisselle, je vais aller nettoyer les surfaces. Donc, je vais répartir à différents moments dans la journée des activités, des corvées, comme on aime bien les appeler, que je devrais faire de toute façon pour éviter de passer du temps prolongé en position sédentaire aussi. Puis, à travers tout ça, oui, je peux ajouter des sports. Mais on peut tout à fait être actif physiquement sur une période régulière puis rentrer dans les recommandations de l'OMS sans pratiquer de sport à proprement dire. Et ça, pour moi, je pense que c'est un message important. Donc, c'est accessible et c'est à la portée de tous parce que ça n'implique pas nécessairement toujours un handicap technique qui va être un frein à la réalisation de certaines activités chez les individus. Là. Ouais, puis j'ai tendance à favoriser, a priori, des activités physiques ou des opportunités de mouvement dans lesquelles les gens ont du plaisir. Parce que s'ils n'ont pas de plaisir, les chances que ça soit maintenu à long terme sont vraiment faibles. Il y a du monde qui ont tendance, je ne sais pas si les gens te demandent la même chose en clinique, mais des fois, les gens me disent hey, ce serait quoi un bon sport pour mon mal de genou? T'sais? Puis je suis comme, le meilleur sport, ce serait pas mal celui que tu vas aimer, donc que tu risques de faire longtemps, puis qui va faire que ton genou, tu sens que c'est sous contrôle puis que ça va bien avec ça.
Parce que si tu as bien beau identifier le vélo, par exemple, comme étant le sport qui va être le meilleur pour cette personne-là, si la personne n'aime pas le vélo, bon, elle va le faire par pression externe ou interne au début, puis là, après 3-4 mois, elle va arrêter, puis à long terme, ça ne fonctionnera pas. Fait que de comprendre ces opportunités de mouvement-là, puis d'activités physiques qui sont légères, qui sont variées, tu n'as pas besoin de faire du sport en tant que tel, tu n'as pas besoin de te déclarer comme sportif ou sportive pour être en santé et d'utiliser l'activité physique comme un vecteur pour cette santé-là. Mm-hmm. Les éléments clés qui sont là-dedans, tu as l'intensité, comme on a dit, tu as la durée, mais tu as aussi la fréquence. Ça, c'est la notion que j'apporte des fois aux gens à comprendre que de répéter plus souvent dans la journée ou même dans la semaine, souvent, c'est plus intéressant qu'une très grande dose d'activité physique. Fait que, ils parlent souvent des weekend warriors, les gens qui sont sédentaires toute la semaine, qui ne font absolument rien à part travailler, puis le samedi, dimanche, vont se claquer des 3-4 heures de vélo ou des demi-marathons ou des grosses randonnées. Ça se peut que ce soit moins intéressant que de fractionner puis d'avoir du sport régulièrement à travers la journée, à travers la semaine, parce qu'on sait que une des choses qui amène les adaptations qui sont intéressantes pour la santé, c'est la répétition du stimulus. Fait que, par exemple, quand on fait de la musculation, ben, chaque fois qu'on répète une musculation, l'ensemble de la cascade qui est déclenchée pour amener tous les bénéfices de la musculation, ben, ça va revenir plus souvent. Donc, de la même façon que si on fait de l'activité physique plus souvent, ces bénéfices-là à long terme qui vont nous amener des adaptations intéressantes vont revenir plus souvent. Mm-hmm. Ben, l'effet cumulé, je pense qu'on ne le dira jamais assez, que ce soit dans nos investissements en bourse ou nos investissements en santé, je pense qu'on peut le voir comme ça aussi. Il y a un rendement à moyen long terme qui est vraiment intéressant. Donc, un 200$ qu'on aurait investi en bourse ou une heure d'activité physique répétée dans le temps, même si la dose n'est pas élevée au début, ben, à moyen long terme, crée des adaptations qui sont tout à fait favorables et auxquelles on n'aurait pas pensé, en fait. Puis le défi des bonnes habitudes, c'est ça aussi, c'est qu'on ne mesure pas instantanément les bienfaits de l'activité au même titre que, par exemple, manger un sac de chips devant la télévision où on a vraiment un pic de dopamine qui est plus élevé dans l'anticipation de la consommation de chips que la consommation de chips en elle-même, mais quand même, il y a un pic de dopamine qui est une hormone qui est très sécrétée dans le contexte où on consomme des drogues. Donc, la sédentarité, le comportement associé à la sédentarité peut devenir en soi un peu une drogue. Puis de s'activer, ça demande de l'énergie. Et c'est pas vrai que quand on commence à nager, on se sent bon. Au contraire, on peut bûcher pendant des mois, voire des années avant d'avoir l'impression qu'on a atteint un niveau qui est à la hauteur de nos attentes. Mais lorsqu'on atteint ce niveau-là, il y a comme un déblocage qui se fait. Puis cette conscience-là ne se fait pas au jour le jour, mais elle est hautement plus satisfaisante parce qu'elle a été travaillée. Donc, dans tout développement, dans tout apprentissage, je pense qu'il y a un peu une part de souffrance psychologique aussi, ou des émotions négatives qui sont véhiculées, qu'on cherche à éviter à tout prix. Mais si l'on veut trouver le bon chemin vers de saines habitudes de vie, il faut être prêt à accepter que effectivement, nos bonnes habitudes de vie passent par des conséquences positives qui vont être différées dans le temps et non immédiates. Ouais. Quoique, une fois que les gens arrivent à, disons, comment dire, pas une certaine dose d'activité physique, mais que l'activité physique fait vraiment partie d'eux, les gens vont comprendre l'idée de la récompense immédiate sur le bien-être quand on va faire un jogging, quand on va faire une marche, quand on va nager. Tu sais, l'espèce de clarté d'esprit que tu vas avoir, la créativité, l'énergie, le nombre de fois où, si après une journée de travail, j'aurais envie de faire une sieste, si j'opte pour un petit jogging, l'effet va être 10 fois plus intéressant que si j'avais fait une sieste où on se réveille puis là on a l'impression que ça fait 2 semaines qu'on dort puis qu'on est un peu zombie là. Fait que il y a vraiment des... Mais encore une fois, ça prend un petit coup de pied dans les fesses des fois de se dire qu'on y va juste parce qu'on sait c'est quoi le bien-être qui va s'en suivre. Oui, puis la motivation, derrière tout comportement qu'on veut engendrer, il y a une inertie. T'sais, on part, puis comme nous, en ce moment, on est sédentaire, on ne bouge pas. Donc, il y a une énergie qu'il va falloir fournir juste pour se lever. Exact, se mettre en marche. Imaginons par la suite quelqu'un qui n'a jamais couru, qui se dit « je vais commencer à courir », mais qui est comme dans cette espèce de pré-contemplation, puis qui est assis, puis se dit « est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ?» Il y a des craintes, il y a ça, il y a une incertitude à travers tout ça, mais la motivation vient avec l'action. C'est qu'une fois qu'on est en marche, que l'énergie demandée pour s'activer est de loin inférieure à celle de
faire le premier pas, comme on disait, puis qu'on mesure tranquillement mais sûrement les effets positifs mais c'est un du bon changement point de que comportement. on oublie souvent aussi la notion du fait que ça prend un minimum d'énergie pour être capable de se mettre en marche. Fait que, des fois, selon l'ensemble de plusieurs situations de vie qui peut amener des gens à être vraiment dans un creux d'énergie, des fois, les gens n'ont même pas cette petite réserve d'énergie-là pour être capable de faire le premier pas. Fait que c'est là où des fois, d'avoir de l'aide extérieure peut les amener à avoir ce début d'énergie-là qu'on peut investir après ça à faire un petit peu d'activité physique. Et ensuite, là, il y a le fameux cercle vertueux qui va y aller, qui va arriver où, en faisant de l'activité physique, ça nous donne un petit peu plus d'énergie, puis là, on est capable d'aller un petit peu plus haut, puis là, on s'en sort tranquillement. Mais c'est vrai qu'il y a un coût énergétique à se mettre en marche. Tu sais, des fois, cette notion de t'es assis puis tu te dis ça me tenterait de juste rester dans mon divan puis d'écouter ce film-là parce qu'on est bien, il pleut un peu dehors. L'énergie que ça prend pour mettre son linge de sport puis d'aller faire un petit jogging ou une petite marche dehors à la pluie, ça peut être perçu comme étant coûteux, mais à long terme est évidemment rentable. Puis c'est là où tu parlais de fréquence et la répétition est hautement importante parce que dans le fond, dans ce contexte-là où justement on est assis puis on se dit on va pas courir parce qu'il pleut, il fait froid, ben, qu'on a accumuler dans le temps des expériences positives par rapport à l'activité physique à des moments où on n'avait pas la motivation parce que la discipline, c'est d'être capable de maintenir le comportement indépendamment de notre motivation, du moins initiale, parce que la motivation, en général, elle va venir une fois qu'on a commencé à s'activer, que là, on est capable d'envoyer le message dans notre cerveau de « je l'ai déjà fait, ça ne me tentait pas, puis quand j'y étais, ben, finalement, j'étais super content, puis ça a été une de mes plus belles courses. » Pourquoi je n'irais pas aujourd'hui? Oui, tout à fait. Fait que voilà, puis d'avoir une bonne littératie physique et d'être capable d'avoir les connaissances aussi par rapport à l'importance des saines habitudes de vie dans le temps, ben ça fait en sorte que peut-être on peut le raisonner de façon rationnelle plutôt que d'y aller uniquement de façon émotive en fonction de ce qu'on a envie dans le moment présent. On parlait de fréquence puis de durée. En lien avec la durée, je répète constamment aux gens qu'il n'y a pas de durée minimale bénéfique pour l'activité physique. Les gens qui font de la course à pied vont comprendre cet exemple-là. Il y a du monde pour qui courir en bas d'une demi-heure, ça vaut même pas la peine. Puis s'ils n'ont pas une demi-heure pour aller courir, c'est qu'on va pas courir. Puis moi, les gens, ça c'est souvent des patients qui me viennent me voir pour des douleurs, des blessures, puis là on jase de plan de match pour retour à la course. Puis les gens qui courent 3 fois 30 minutes par semaine, qui est un classique, ben la fois où ils ont leur épisode de douleur au genou, puis qu'ils sont juste capables de courir 10, 15 minutes, 20 minutes sans douleur, ça peut les amener à être complètement en arrêt de la course pendant des semaines si eux, leur objectif et leur seul minimum possible, c'est un 30 minutes de course. Alors que probablement une des meilleures choses à faire pour se sortir d'une douleur au genou à la course, c'est d'essayer d'aller courir à peu près tous les jours, probablement, dans une petite dose qu'on va répéter dans le temps puis qui va finir par ramener la tolérance à l'activité physique. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, cette notion de... En fait, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il n'y a pas de durée trop petite pour l'activité physique. Tu as 5 minutes, c'est 5 minutes. Tu as 10 minutes, c'est 10 minutes. Tu n'as pas 30 minutes de suite, ce sera 2 fois 10 minutes dans ta journée. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ben, l'important, c'est de le faire. Puis une fois qu'on le fait, c'est bien. Puis je ramène ça un peu au principe de littératie physique aussi. Puis j'aimerais ça lier ça au principe de quantification de stress mécanique qui est vraiment cher en physio. Fait que la quantification du stress mécanique, c'est comment on va gérer le stress physique, et on pourrait même parler du stress psychologique quand même, je pense que c'est vraiment d'actualité, que le corps va avoir à subir dans le contexte d'une activité à travers le temps, en fonction de notre quantité de sommeil, des autres stresseurs qu'on va vivre aussi. Là. Fait qu'il y a vraiment des graphiques qu'on présente de mon côté au quotidien aux patients, puis qui sont vraiment évocateurs, je trouve. Puis quand on a une bonne littératie physique, ben, on est plus enclin à avoir adopté différents sports dans notre vie, sans être excellent dans l'un d'entre eux, de vous dire, je peux jouer au tennis, je peux faire du vélo, je peux faire de la natation. Et par exemple, en ce moment, je me suis fait une entorse de cheville grade 2, fait qu'une déchirure partielle du ligament, il y a une semaine de cela. Puis, je me sens pas nécessairement tout à fait prêt à reprendre la course, mais je sens que ça s'en vient. Donc, au début de la semaine, je vais recommencer à courir, encore une fois avec une fréquence qui va être élevée, mais un dosage très, très, très bas, là, à raison de 3 à 4 fois une, par exemple. Bon, est-ce que c'est suffisant? Je vais avoir l'impression que je reste sur mon appétit, ça c'est certain, comme la plupart des gens. Mais là, je me sens bon, et pas nécessairement bon, mais je sais que je peux faire du vélo. Je complète ça avec du vélo. Donc, le stress mécanique est imposé sur la structure, c'est-à-dire la cheville est inférieure que la course à pied à ce moment-là. Je peux aller nager. Une activité idéale dès le début de la réadaptation dans le contexte où on n'est pas capable, par exemple, de faire une mise en charge sur l'articulation qui a été blessée. Donc, le fait d'aller chercher un petit peu l'ensemble de ces activités physiques-là dans le temps, ça me permet de récupérer de façon optimale puis de garder la motivation aussi à travers le temps.
sachant que toutes les émotions négatives qu'on peut vivre dans un processus de réadaptation parce qu'on a l'impression que la seule activité qu'on est en mesure de faire, qu'on aime faire, ne nous est plus accessible, ben là, tout ça, ben, ce n'est plus présent là, avec une bonne ce qu'on identité appelle physique. la notion de transfert, de transférer le temps d'activité physique ailleurs. D'entraînement croisé. Oui, entraînement cross-training, exactement, entraînement croisé. Puis tu sais, en lien avec ça, pour fermer la boucle sur ce que je disais, dans les discussions avec mes patients, tu sais, eux, ils savent que je cours beaucoup. Puis je leur dis tout le temps, puis ils sont toujours surpris d'apprendre le nombre de fois dans un mois que j'ai des sorties de course en bas d'une demi-heure, puis même des fois en bas de 20 minutes. Tu sais, des fois, quand tu n'as pas le temps de faire grand-chose de ton matin, je dis le matin parce que des fois je commence la clinique plus vers midi, 1h, mais que la seule chose qui rentre, c'est un 15, 20, 22 minutes de jogging. Mais tu y vas, puis 20, 22 minutes de jogging, ben, tu as déjà ton 20, 30 minutes d'activité physique par jour et ça vaut la peine. Donc, il n'y a pas de dose trop petite à l'activité physique. Évidemment, de sortir pour 1 minute, c'est peut-être moins intéressant. Là. Il y aurait peut-être un minimum qui se permet d'être intéressant. Mais les gens, j'ai l'impression, des fois, vont se mettre des barrières ou des bâtons dans les roues par une idée idéale du temps que ça prend, le temps minimum qu'il faut mettre pour faire une activité physique. Fait que j'invite les gens à réviser leur durée idéale puis de se dire que 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, peu importe, il n'y a pas de trop petite dose à l'activité physique. Oui, puis ça revient aussi, je pense, au fait de baisser ses attentes dans le temps. Quand tu es blessé, tes capacités physiques vont diminuer dans le temps. Fait que si, mettons, moi, avant ma cheville, mon entorse de cheville, j'étais à 100%. En ce moment, je suis peut-être à, on va se dire, on est d'aujourd'hui 75%. Je peux pas espérer m'entraîner ou faire le volume d'entraînement que je faisais 2 semaines avant mon demi-Ironman. C'est tout à fait pas réaliste. Ma structure n'est pas prête à tolérer cette quantité de stress-là. Mais je peux aller chercher un niveau de stress physique qui serait qui est largement supérieur à ce que je ferais par exemple, si je faisais uniquement courir, en cumulant les activités dans le temps aussi, pour aller chercher un volume qui est peut-être plus à la hauteur de mes attentes à ce moment-là. Quand on parlait des 3 piliers de la motivation, on a parlé de la compétence, le sentiment d'autonomie, l'aspect social qui est un élément important. C'est quoi le rôle de l'aspect social dans la motivation à faire du sport à long terme? Que ce soit faire du sport dans des équipes, dans des clubs de course, des clubs d'entraînement, clubs de vélo, etc., clubs de marche, cardio plein air. C'est quoi le rôle de cet environnement social-là dans la poursuite puis le plaisir à faire du sport, de l'activité physique à long terme? C'est intéressant. Ben, en fait, je le vois comme un catalyseur de la motivation extrinsèque, l'aspect social et tout. Fait que la motivation extrinsèque faisait référence aux facteurs externes qui vont nous amener, par exemple, à mettre en application un comportement puis à le maintenir dans le temps. Donc, le groupe d'appartenance. Appartenance étant un des 3 piliers fondamentaux de la théorie d'autodétermination dont on parlait plus tôt. Puis, lorsqu'on concilie ça avec la motivation intrinsèque qui constitue les facteurs internes qui vont nous amener à être actifs physiquement. Donc, fondamentalement, ce pourquoi on est actif, le plaisir est en soi une forme de motivation intrinsèque, ben, on est plus à même de rester actif dans le temps. Donc, c'est important d'avoir ces leviers-là lorsqu'on s'active, ça c'est sûr, parce que, ben, justement, ça va nous permettre de garder le plaisir face au mouvement dans le temps. Puis, de nous amener des opportunités des fois qui vont ailleurs que dans l'activité physique aussi, parce qu'il y a beaucoup de discussions qu'on peut avoir dans ces groupes-là et tout. Puis, qui sait où ce que ça peut nous amener individuellement, professionnellement, nous amener à rechercher une forme de dépassement de soi si par exemple on est orienté vers une forme de performance dans le temps ou juste le fait de compléter un événement qui à la base serait en termes de durée de distance démesurée. Donc je pense qu'on peut vraiment se servir de ce groupe social-là pour aller chercher des modèles d'activité physique desquels on va s'inspirer dans le temps aussi. Là. Puis ce que j'ajouterais à ça en plus, c'est que les liens sociaux, les liens relationnels qu'on peut développer avec les personnes dans un groupe sportif vont aussi générer le plaisir à partager ça avec du monde. T'sais, on partage des moments, on partage des expériences, on partage des fois de la souffrance quand on sent que hey, c'est dur, mais on le fait ensemble. Puis d'être avec d'autres personnes, des fois, ça peut nous amener à se dépasser. Et ça devient une vitamine de motivation vraiment intéressante pour développer le plaisir à aller faire notre sport, notre activité. Partager une balade en vélo en équipe ou en gang, des fois, c'est beaucoup plus le fun que le faire tout seul. Puis encore une fois, il y a du monde que pour eux, le sport, c'est vraiment un aspect social principalement. Puis que c'est pas nécessairement l'aspect de performance ultime au bout de ça qui est le plus important à aller chercher pour eux. Fait que, moi, je crois vraiment qu'une des solutions à long terme, c'est que
à certains endroits dans votre vie, côté sportif ou activité physique, qu'il y ait une sorte de groupe ou de lien social rattaché à ça. Parce que je pense vraiment qu'à long terme, ça devient un choix judicieux pour le maintenir sur la vie au complet. Surtout quand les facteurs ne semblent pas être mis ensemble pour favoriser la motivation. Là. Le mois de novembre, le fameux blues saisonnier, il fait froid, par moment, ben, on se dit OK, on va aller s'entraîner le matin. Ben, il fait noir, ça nous tente moins, c'est sûr, puis je pense que tous les individus vont être affectés. Là. En ce moment, on est dans le moment où c'est plus facile d'être actif physiquement, le soleil se lève autour de 5 heures, entre 5 heures et 5 heures et demie le matin, il va se coucher à 8h15, 8h30, donc on a beaucoup d'heures d'ensoleillement et on sait que cette belle dose de vitamine D dans la journée, ça a un impact qui n'est pas négligeable sur la motivation extrinsèque à s'activer, parce que c'est un facteur externe, la météo environnante. Fait que là, quand on arrive en novembre, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on a un groupe social d'appartenance pour se motiver, se forcer à se lever le matin, sortir de nos draps tout douillets, tout chaud. Puis on partage cette expérience-là avec d'autres personnes, puis on se dit, si eux peuvent le faire, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Et ça, c'est très, 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 très fort. Est-ce que notre activité physique ne doit dépendre que de ça? Idéalement, non. Parce que lorsque le groupe n'est plus là, on cesse d'être actif, mais ça prend des leviers motivationnels qui sont intrinsèques et extrinsèques. Puis la motivation intrinsèque peut être la conséquence aussi du groupe social d'appartenance aussi, parce qu'on a réalisé à quel point ça nous faisait du bien. Puis là, alors qu'on courait toujours en groupe, ben, on se sent plus à l'aise, plus compétent à l'idée d'aller courir seul par la suite aussi. Avant de conclure sur les solutions, parce qu'on veut ouvrir la discussion avec des solutions en lien avec ce qu'on a discuté aujourd'hui, ce dont on vient de discuter, l'aspect social, ça me fait penser, chaque année, il y a le World Happiness Report qui sort, qui est un énorme rapport là, de plusieurs centaines de pages que j'ai tendance à lire en diagonale. Puis, un des éléments qui revient de façon constante dans les déterminants du bonheur, parce que grosso modo, c'est ce qu'ils font, là, cet organisme-là. Ils analysent c'est quoi les déterminants du bonheur, ils regardent les indices de bonheur à travers le monde, puis ils insistent sur l'importance de mesurer puis d'avoir des vrais indicateurs de bonheur pour les différents pays. Et évidemment, ce qui revient beaucoup, c'est l'aspect de santé mentale et de santé physique, qui sont deux éléments essentiels pour que les gens soient heureux, qui fait un grand parallèle avec ce qu'on a discuté. Mais il parle beaucoup de relations sociales, de soutien social, de comment les structures organisationnelles mettent en place des façons que ça arrive. Il parle de liberté de faire des choix. Fait que, on a parlé de surspécialisation, donner accès aux gens de développer des habiletés de mouvement motrice dans différents domaines pour pouvoir choisir plus tard les activités qu'ils font et de donner des opportunités aux gens de faire différentes activités physiques. Fait que je trouve que c'est quand même intéressant de voir que certains des indicateurs ou des déterminants du bonheur, de façon générale, c'est aussi des éléments clés dans la réussite de l'activité physique à long terme, puis dans le développement des bonnes motivations à faire l'activité physique. Fait que je trouvais ça intéressant de faire le lien avec ça. Parlons de solutions. Pour conclure, en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, si on cherche à favoriser l'activité physique chez les jeunes, parce que c'est de là qu'on est parti, et de s'assurer que ça soit maintenu dans le temps, c'est quoi les opportunités, les options qui s'offrent à nous? Puis peut-être même nous partager simplement certains points clés, parce qu'il y a le plan d'action de l'OMS en lien avec ça. Ben, si on commence par le plan d'action global d'OMS, dans le fond, qui s'échelonne de 2018 à 2030, l'objectif de ce plan d'action-là, c'est d'avoir une réduction relative du taux d'inactivité physique d'au minimum de 15% à l'échelle internationale. Aux dernières nouvelles, lorsqu'ils ont mis à jour un peu ces données-là, il semblait que les pays en voie de développement tiraient de la patte à ce niveau-là. Puis que bien évidemment, les objectifs n'étaient pas atteints quand même dans les pays occidentaux, donc les pays plus favorisés. Ce plan d'action-là, dans le fond, ce qu'il cherche à faire, c'est qu'il met de l'avant l'importance d'avoir plus de gens actifs pour un monde plus en santé, tout simplement, en santé physique, en santé mentale avec les éléments que tu mentionnais. Puis il s'articule en 4 piliers, c'est-à-dire créer des sociétés actives, créer des individus actifs, des systèmes actifs, puis des environnements actifs. Donc là, on arrive un peu au niveau des solutions parce que, évidemment, il y en a quand même plusieurs qui sont présentés. Par environnement actif, on a les espaces verts, sans aucun doute. On a aussi la mise en relief un peu plus prononcée du transport actif, que ce soit la marche, que ce soit le vélo.
via, par exemple, des pistes cyclables. Montréal est quand même un bon exemple à l'échelle internationale là, Il y a eu de beaucoup réseaux d'évolutions cyclables dans très les développés. dernières années, évidemment. Sous Valérie Plante, il y a beaucoup d'efforts politiques qui ont été faits à ce niveau-là, puis c'est pour le mieux, bien évidemment. Là, parce que la solution, ce n'est pas d'avoir plus d'auto, et même d'auto électriques, on est d'accord, c'est les concentrations urbaines avec plus de transports actifs. Puis quand on regarde le plan d'action global, bien, il y a beaucoup de liens qui est fait avec l'agenda 2030, qui est un plan de développement durable à l'échelle internationale. Donc, s'il y a plus de transports actifs, nécessairement, comme société, on réduit beaucoup notre empreinte écologique globale et donc, on réduit nos émissions de gaz à effet de serre avec toutes les conséquences positives qu'on connaît sur l'environnement. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même important à garder en tête. Puis, tu sais, souvent, beaucoup de personnes se disent « Ouais, mais plus de pistes cyclables, est-ce qu'on va être en mesure de le faire et tout? » Ben, lorsqu'on regarde la façon dont la population mondiale est répartie à l'échelle internationale, c'est 70% des gens qui vivent dans des grands centres urbains. Donc, tu sais, la majorité du monde sont là. C'est 7 personnes sur 10 qui vivent en ville. Donc, on explore davantage la possibilité d'avoir un réseau cyclable plus diversifié avec des routes qui sont plus sécuritaires. Ben c'est ça l'enjeu. C'est hein? que c'est une chose de donner accès aux gens à des endroits pour faire de l'activité physique puis faire du transport actif, mais il faut que ce soit sécuritaire. Oui, parce que les gens ne voudront pas le faire avec raison. Si à tout bout de champ, tu te fais klaxonner, envoyer promener par un automobiliste sur le fait que le réseau cyclable n'est peut-être pas adapté aussi, c'est sûr que cette expérience-là qui aurait dû être positive devient négative. Donc, les gens vont adopter probablement la stratégie du confort, puis aussi la sécurité apparente que peut leur conférer leur véhicule. Fait que ça, c'est quand même pas négligeable. Puis tu sais, ce que tu parles, il y a cette notion de culture, tu sais, la relation entre les automobilistes, les cyclistes, des fois, c'est vu comme un camp puis un autre camp. Fait que ça aussi, cette tolérance-là à cohabiter les différents modes de transport sur une même voie, sur des mêmes routes, dans une même ville, c'est super important pour qu'à long terme, ce soit possible. Oui, puis un exemple qui est vraiment intéressant international, c'est Copenhague, au Danemark. Ouais. 70% des transports quotidiens se font en vélo. La ville est vraiment conçue en fonction des cyclistes et non des automobilistes. Donc, l'urbanisme, fort à faire dans la capacité que les gens ont d'être actifs. Donc, est-ce qu'on a des espaces verts qui sont accessibles facilement? Est-ce qu'il y a possibilité de se déplacer activement de façon sécuritaire? Si la réponse est oui, et qu'au final, c'est moins coûteux que de prendre l'auto et moins long, parce qu'à Copenhague, clairement, de se rendre à sa job, c'est probablement plus rapide de le faire en vélo à bien des égards que de le faire en auto. Mais les gens vont adopter cette possibilité-là. Ils sont rationnels dans leurs décisions. En ce moment, est-ce qu'il y a vraiment un avantage qui est significatif en faveur du vélo versus l'auto? Mettons, par exemple, à Montréal, dépendamment d'où tu vis, la réponse est probablement non. Et c'est ça pourquoi les gens vont opter pour l'auto, l'auto versus le vélo dans certains contextes. Sinon, au niveau des sports, des recommandations, ça c'est plus celle de Pierre Lavoie et de Jean-François Harvey dans le dernier livre. Il parle de pas d'épreuves avec classement avant 13 ans. Donc, le modèle norvégien, entre autres, scandinave. Exact, auquel on revient souvent pour d'autres politiques de social-démocratie, les événements non chronométrés, des défis autres que sportifs. Et ça, dès le plus jeune âge. On dirait que c'est quelque chose qu'on commence à faire des fois peut-être au tournant de la vingtaine lorsqu'on finit nos études. Là, exemple, un séjour de randonnée avec refuge sur 3 à 4 jours. T'es endurance, il n'y a pas de temps, t'es juste là pour passer du temps, socialiser avec tes amis, mais ça reste un beau défi physique. Là, donc là, il y a quand même une solution intéressante à peut-être promouvoir davantage dans les cours d'éducation physique et avant le cégep où il y a des cours de plein air, mais qui sont réservés à quelques personnes souvent. Puis les courses à relais. Les courses à relais, pourquoi? Parce que ça permet de mettre ensemble des individus qui ont des capacités physiques très, très distinctes, puis permettent à certains jeunes qui seraient peut-être moins, favorisés, choyés par la génétique à la base, de pouvoir performer à la hauteur de leurs attentes aussi. Donc, de goûter au plaisir sans que ce soit nécessairement de la victoire, mais juste de s'activer en groupe. Là. Ouais. Je pense aussi que ça va prendre... il faut aussi s'attaquer, on en a parlé, aux déterminants sociaux de la santé, les déterminants sociaux de l'accès à l'activité physique. Donc, c'est quoi les barrières qui font que certaines personnes, certains jeunes n'ont pas accès à de l'équipement sportif, des terrains sportifs, l'accès à la nature gratuitement, dans les grands parcs, par exemple, c'est toutes des solutions qui sont envisageables. Puis, moi, ma conclusion là-dedans, quand j'y pense, c'est que ça prend une approche scientifique pour ce problème-là, parce que il y a des données très solides pour comprendre c'est quoi les barrières à l'activité physique
que ce soit chez les jeunes, chez les adultes. Et donc, si on est capable d'identifier les barrières, on est capable d'identifier les leviers sur lesquels il faut travailler pour justement réduire ces barrières-là, puis rendre le plus grand accès possible à un plus grand nombre de personnes pour que ça fonctionne à long terme. Donc, c'est pour ça que je dis une approche scientifique, parce qu'on ne peut pas y aller au feeling puis de dire « moi, je pense que c'est ça qui va fonctionner ». On doit prendre les plus grands experts, les mettre autour de la table, puis que ces personnes-là se penchent sur le problème en tant que tel. Connaître les variables qui semblent être le plus impactées, par exemple, un taux d'activité physique qui est élevé, puis jouer sur ces variables-là. Puis oui, l'enjeu financier est vraiment hautement important dans ce contexte-là. Fait que c'est pour ça que dans les solutions, on parle d'accès gratuit aux installations sportives. Ça semble si simple, mais en même temps, ça prend de la volonté politique aussi pour que, par exemple, dans la taxation municipale, on se dise qu'il y a cette volonté-là de rendre la piscine gratuite. Et je donne un exemple, moi je vais nager à Blainville. Et Blainville, pour un non-résident, c'est 10 $. 10 $ pour aller nager 1 heure. C'est quand même pas négligeable. Puis j'ai changé un peu les endroits où je vais nager parce que si j'y vais 2 fois par semaine, 20 $ x 4, ça me fait 80 $. C'est quand même... Est-ce que c'est que je ne peux pas me le permettre? Non. Mais c'est qu'au niveau de mon budget, il faut que je le considère quand même. Ouais. Puis, je veux dire, je suis quelqu'un d'actif depuis mon jeune âge. Je fais de la performance. Donc, je suis prêt à investir de l'argent dans ma pratique sportive parce que je sais à quel point c'est important pour plein de raisons. Mais la plupart des gens n'iront pas. C'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Ils n'ont pas nécessairement le même objectif en lien avec l'activité physique. C'est ça, effectivement. Donc, voilà, c'est quand même un frein qui est important. Puis, un exemple intéressant au Québec, c'est la Petite XP. Une initiative du gouvernement québécois qui est quand même relativement récente au final. Le ski de fond est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins dans beaucoup de centres de ski de fond au Québec. Puis, il disait que dans les dernières années, ça avait touché plus de 100 000 jeunes quand même. Quand même. Donc, une fois que... On dit que l'appétit vient en mangeant, mais le goût de bouger vient en bougeant. Puis, lorsqu'on le fait gratuitement à la base, par la suite, et qu'on sait qu'on a aimé, là, comme individu, on est plus enclin à se dire je vais m'engager financièrement dans la pratique de cette activité parce que oui, il y a souvent, tout le temps, des coûts associés à la pratique sportive, puis c'est pas vrai que tous les sports sont aussi accessibles que la course à pied peut l'être. Par exemple, ça prend uniquement une paire de chaussures de course à pied. Ouais. Mais le ski de fond, ça place là-dedans quand même comme sport abordable. Donc, voilà, on fait des bonnes choses au Québec quand même. On se compare beaucoup au modèle norvégien des fois, mais il faut garder en tête beaucoup de bonnes choses faites et encore beaucoup de bonnes choses qui peuvent être faites. Certainement, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Dernier élément aussi, je parlais des espaces verts. En fait, des espaces verts, là, une autre façon de voir ça aussi, c'est que oui, c'est des espaces de méditation, mais aussi c'est des incitatifs au mouvement puis à la prise de risque calculée parce qu'on est dans un environnement variable. Puis une notion que Pierre Lavoie aborde beaucoup dans son livre, c'est l'importance du jeu libre. L'importance que le jeune, par exemple, de 1, 2 ans, 3 ans, lorsqu'il va au parc, il soit en mesure déjà d'explorer par lui-même, sous supervision de ses parents, oui quand même, mais sans être surprotégé, tout ce que le module peut lui offrir en termes de capacité de saut, de ramper, de courir, etc., dépendamment de son âge, bien évidemment. Et ça, c'est un sentiment de compétence assez rapidement que le jeune va découvrir. Puis, faut accepter jusqu'à un certain point que le jeune puisse péter la marboulette sans se blesser sérieusement pour réaliser effectivement, pour prendre conscience de ses limites aussi et que la prochaine fois qu'il envisage sauter, il se dise finalement, je me sens peut-être pas tout à fait prêt de sauter de cette hauteur-là au stade où j'en suis rendu dans mon développement moteur. Mm-hmm. Mais s'il le fait, il est plus à même d'être capable de se rendre éventuellement. Si on évite ces comportements par principe de « j'ai peur de me blesser », on va augmenter significativement notre risque de blessure à travers le temps aussi parce qu'on n'aura pas les fondamentaux du mouvement dont je parlais tout à l'heure. C'est quand même une belle façon de voir les espaces verts, de voir les modules de parc, etc. Puis encore une fois, on renvoie à l'importance de l'urbanisme, que l'environnement soit adapté afin de faciliter le mouvement, surtout dans les grandes concentrations urbaines dans la population. Puis, tu sais, ces accès aux espaces verts plus libres favorisent aussi la créativité. Tu sais, des jeunes qui, des fois, on dirait, quand n'ont rien à faire, ne sont plus capables de créer des jeux comme on faisait quand on était jeune, parce que Netflix, t'es un peu plus jeune. Non, on a à peu près le même âge, bref. Netflix, ça n'existait pas là, dans le temps, pour ceux qui ne le savaient pas. Fait que bref, tu sais, de la créativité, d'être capable de créer des jeux. Fait que voilà, c'est un autre aspect qui peut être favorisé dans le jeu libre. Puis tu me fais penser à un livre que j'ai lu récemment, c'est Why Generalists Triumph in a Generalist World. Puis par rapport à la prépondérance que le généraliste peut avoir sur le spécialiste, il y a cette notion-là de créativité, d'être capable de trouver des solutions
dans des situations qui sont non familières parce que lorsque j'ai des connaissances, par exemple en santé, en politique, en environnement, je suis plus en mesure de croiser ces données-là ensemble, puis d'échanger sur différents sujets, puis de trouver des solutions complexes ou des solutions simples, des fois, à des problèmes en apparence complexes. Alors que si je suis surspécialisé, que ce soit dans le sport, que ce soit comme chercheur, j'ai une vision des fois qui est un peu étroite. Alors qu'on le sait, surtout en santé, la santé étant très holistique, on ne peut pas exclure l'importance de la santé mentale sur la santé physique, l'importance de l'environnement sur la capacité à bouger, donc les déterminants de la santé. Là. Fait que lorsqu'on met tout ça ensemble, évidemment, on a une vision beaucoup plus globale de la situation, puis ça change complètement la perspective. Ouais, puis peut-être justement, en lien avec ça, on pourrait donner les 2 recommandations de lecture qu'on a entre autres abordées aujourd'hui. Donc, celle que tu viens de dire, qui est Why Generalists Triumph in a Specialized World, et le livre de Pierre Lavoie et Jean-François Harvey, qui était Faut que ça bouge. Exact, les jeunes, faut que ça bouge. Ouais. Fait que, oui, c'est les jeunes, faut que ça bouge. Fait qu'on invite les gens à aller compléter la lecture. Guillaume, merci énormément pour ton temps aujourd'hui. C'était une très belle conversation, je pense, qui est de très d'actualité dans le monde dans lequel on vit et qui sont des enjeux qui risquent de continuer à être abordés dans les prochaines années. Fait que j'ai bien hâte de voir dans les prochaines décennies qu'est-ce qui va être mis en place puis qu'est-ce qui va évoluer, puis de voir dans les prochaines études sur les jeunes où on est rendu, est-ce qu'on a réussi à renverser la vapeur puis de ralentir cette courbe de déconditionnement, si on veut, pour espérer avoir une société un peu plus en santé à long terme et dans le futur. Fait que merci encore pour ton temps, puis au plaisir de se reparler. Ça a été un plaisir. Merci, Alexis. Salut.